croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les copains. Test grandeur nature ce soir. Très heureux de vous retrouver évidemment pour le Juste Bistrot. Vous le savez, c'est le rendez-vous qui fait plaisir, le rendez-vous qui régale. Et ce soir, on est en phase de test. Exceptionnellement, on est en direct sur YouTube, sur la chaîne Juste Milieu. Et pas Juste Milieu VOD, sur laquelle il y a les replays. Parce que pourquoi? J'explique. La semaine dernière, avant la coupure d'électricité, pour l'épisode 200 de La Farce Tranquille, tout a pété. Et avant ça, ça ramait sur YouTube. Ce qui est quand même chiant parce que le but du jeu de la soirée, c'était de faire en direct sur YouTube. Donc, test grandeur nature ce soir avant demain pour mettre les petits plats dans les grands et être sûr que demain on se régale et qu'on passe une super soirée les amis. Donc j'espère que ça fonctionne sur YouTube. Profitez bien, mais ne vous habituez pas parce que le Juste Bistrot il est sur Twitch. Le vrai Juste Bistrot, il est sur Twitch. Là, c'est plus ou moins de la contrefaçon. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo ne sera pas disponible en replay sur Juste Milieu. Elle sera sur Juste Milieu VOD. Eh oui. Mais c'est ça quand tu gères un empire. Faut être précis. Faut être précis parce qu'après, tu as des problèmes. Et voilà, c'est très important d'être précis, d'être rigoureux. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plein badin, que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Est-ce que ça fonctionne? J'ai mon copilote de Airbus. C'est stable. Bon, bah voilà, bah demain, on peut faire... Ça marche, en fait, là. Ça marche. C'est beau, hein. C'est pas mal. T'as du bol. Délai, par contre. Ouais, il y a du décalage. Mais j'ai baissé ça. J'ai baissé justement pour... Ouais, mais c'est bien comme ça. Bon, c'est stable. Ouais, c'est ça. Super. Bah, par contre, t'es obligé de regarder, tu me diras ce que t'en penses à la fin. Ouais, j'ai à peine de me retourner, c'est marrant. Ah ouais, c'est drôle. Hein. Putain.
En plus, super nul. Impeccable. Bon, bah, ça marche. Magnifique, magnifique. Bah, profitez bien, les amis de YouTube. Et vous le savez, voilà, si vous voulez assister au Juste Bistrot en direct, c'est Twitch tous les soirs à 16h45, évidemment. Merci à mon Orlov 1389 qui vient de sub 20e mois. Merci beaucoup. Camarades, merci les amis d'être là, voilà, vous êtes nombreux déjà, ça fait plaisir, ça régale. Merci à Tibenoa qui dit dans le chat, salut Rémi, merci pour ton honnêteté sans haine. Et ça c'est beau, ça c'est de l'humanisme comme j'aime, ça me parle, voilà, c'est magnifique. Il y a mon Lab 17. Qu'est-ce qu'il nous dit, Lab 17? Il nous dit, et ça c'est beau, ça fait plaisir. Salut tout le monde, en bonne nouvelle, je vais être papa dans 5 mois et demi. Ben, félicitations camarades, voilà, ça régale. Voilà, dites-moi les amis, vous savez, j'aime bien démarrer le Juste Bistrot comme ça. Dites-moi un petit peu quelles sont vos bonnes nouvelles. Voilà, les bonnes nouvelles qu'il y a par chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans votre vie? Est-ce que vous avez vu un film qui vous a plu? Est-ce que vous avez une bonne nouvelle au boulot, je ne sais quoi? Est-ce que vous avez mangé un truc bon? Dites-moi des choses sympas. Voilà, dites-moi des choses sympas parce que ça fait du bien. Ça fait du bien pour commencer ce Juste Bistrot en direct sur Twitch. Vous le savez, tous les copains, hein, parce qu'on est aussi sur Facebook, Twitter, TikTok. TikTok, faut mettre les tapoter l'écran, je sais pas quoi là. Voilà, je sais pas, on m'a dit vous le faites, c'est tout. Et voilà, sur Twitch, les meilleurs des meilleurs sont sur Twitch, évidemment. Dites-moi un petit peu les belles nouvelles, les amis, voilà, qu'il y a par chez vous. Parce qu'il en faut des belles nouvelles. Il faut se mettre faut du bonheur. Comme dirait Sinsemilia, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, hein, on embrasse tous les zadistes, évidemment. On fera une cagnotte pour leur acheter des godasses, évidemment. Phil, entre autres, qui dit « J'ai été augmenté de 300 € brut, je suis sur le cul. » Alors, si c'est par jour, c'est bien. Si c'est par an, effectivement, c'est un peu de temps d'axe. Baldacat qui dit « Laisse cette mèche tranquille. Faut que j'aille chez le coiffeur. J'en peux plus. Je vais faire une cagnotte. Ouais, parce que là, je sens que... Je sens que Franck Provo m'a mis une cible dans le dos. Donc là, il faut cagnotte. Là, c'est cagnotte. Ah, c'est le Dark Rémi qui est sorti. Ah, c'est comme le Dark Michou. Eh les gars! Ah, comme dirait Darmanin, laisse-moi avaler avant de faire des blagues. Paf! Par rapport à... Bite! Allez, super, impeccable. C'est une belle ambiance dans cette émission. Voilà, c'est magnifique. Qu'une Dune 73 qui dit tu peux pas faire le cadre avant le direct. Ben non, je recadre en direct parce que vous vous êtes habitués là. Là, je sens que vous êtes déjà habitués à une qualité technique hors du commun. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça au départ. Ça a jamais été ça. Donc ne vous habituez pas trop vite. Il faut qu'il y ait du cadrage en direct. Il faut qu'il y ait des lumières qui pètent. Cette ambiance Juste Bistrot qui nous plaît. Faut que ça sente la pisse. Voilà, autrement formulé. Parce que là, c'est trop bien. C'est trop qualitatif. Et on vient pas de ce monde-là. On a été élevé à la dure. N'oublions pas d'où on vient. Voilà. Hein. N'oublions pas cette webcam rayée hein, qui donnait une image de merde. Hein, parce qu'on a appris qu'elle était rayée. On pensait qu'elle était juste sale. Non, elle était complètement abîmée. Et ça fait plaisir. Les problèmes techniques, c'est ce qui a fait notre histoire. C'est ce qui a fait notre histoire. N'oublions pas. N'oublions pas ça. N'oublions pas d'où nous venons. Chers amis. Voilà. Alpha Nanas qui dit il faut que ça soit rustique jusqu'au cadrage. Mais voilà, il a tout compris. Surtout qu'on a un beau menu aujourd'hui. Là, le chef milieu vous a concocté de belles choses. Déjà, je vais avoir une recette. Aujourd'hui, il y a recette de cuisine. Recette d'été qui va vous plaire. Je suis sûr que ça va vous plaire. C'est magnifique. Ensuite, on va aller en Italie. On va parler de Giorgia Meloni. Voilà. Alors pour ceux pour qui Mélanie c'est un cocktail à base de melon, vous avez rien compris. Vous allez avoir des problèmes aujourd'hui. Mais on va parler de Mélanie. On va parler d'Amélie de Montchalin parce que mon aspect divinatoire a encore frappé. Hier, je vous ai parlé d'un truc. Et ben il y a une ministre, une membre du gouvernement qui aujourd'hui a dit le même truc, a assumé leur stratégie. Tu vas voir. On va parler de Nagui. Voilà, entre deux assassinats de chevaux, on va parler de Nagui. Et aujourd'hui, je vous l'avais promis hier, les amis, le gros morceau de la vidéo, on est là jusqu'à au moins 18h30. Il n'y a plus de limite maintenant. On a une caméra, on est en HD, ça peut finir, on devrait te claquer. Paf, la meute.
La meute. Enquête sur la France insoumise. Grosse séquence sur ça aujourd'hui, les amis, sur ce bouquin que j'ai lu il y a quelques temps. Je voulais absolument vous en parler. Je retourne en plus à mes premières amours de parler de bouquins. Donc il y aura tout ça. Voilà, il y aura tout ça, les copains. On va se régaler en direct sur plein de plateformes, je le redis. Rendez-vous sur Twitch. Voilà, je vais pas le dire plein de fois. Rendez-vous sur Twitch. Je ne prends que le chat de Twitch si vous avez des questions, des remarques, des insultes, des blagues, des compliments. Je ne prends que le chat de Twitch. Priorité, c'est normal. Il faut, parce qu'on est dans un système capitaliste. Il y a ceux qui... Vous savez, dans une gare, on croise ceux qui réussissent et on croise ceux qui ne sont rien. Voilà. Excusez-moi. C'est un homme de gauche qui a dit ça. C'est un homme de gauche. Comme quoi tout arrive. Ouais, je sais, hein, c'est étonnant, mais comme quoi tout arrive. Donc voilà. Et Cled qui dit pour info, il y a un intitulé différent sur X pour ce live. Peut-être que ce sera lu, mais je pense que j'ai dû me tromper. Oui, voilà, c'est pas impossible. Hein, oui, j'ai dû me planter, effectivement. Je suis dessus là, c'est vrai que c'est pas le bon titre. Hein. C'est dingue. Hein. Là, tu vois, on passe pas loin, du parfait, du perfect, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. C'est comme ça. Hein, je veux dire, tu vas pas chez Burger King pour manger des bons plats, hein, c'est tout. Ouais, ben, voilà. Donc voilà un petit peu les amis, ça fait plaisir pour cette belle émission, ce beau menu qui nous attend. Dites-moi un petit peu dans le chat là, j'ai pas vu assez de bonnes nouvelles là. Vous me donnez des bonnes nouvelles dans le chat parce que ça suffit maintenant les conneries. Vous me donnez des bonnes nouvelles, dites-moi un peu des choses sympatoches, voilà, les trucs qui vous plaisent de votre côté. Moi par exemple j'ai une coiffure de merde, tu vois. Bon, voilà, j'en ai que je commence à en avoir plein le cul de cette touffe. Je vous le dis, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, Anarchizoid qui dit et t'as oublié de dire que l'on peut croiser des trains dans les gares, absolument, et des rails. Voilà, on croise beaucoup de rails dans les trains et pas que. Merigan 91 qui dit je suis enceinte et qui précise un peu plus bas, mais pas de toi. Voilà, bah, tant mieux, c'est tout ce que je te souhaite. Vidéa Nekada qui dit j'ai pleuré pour l'UBB, moi pas. Non, je plaisante. Non, bravo. Puis, tu sais, tout n'est pas acheté, comme on dit, faut pas acheter l'UBB avec l'eau du bain. Par rapport à... t'as compris? Non, c'est bien. Non, moi, ça va, j'ai pas pleuré. Malinx le Lynx 974, voilà, ça régale. Il dit, hier, j'ai mangé un bon rougail saucisse. Et voilà, ça régale. Et voilà, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cadrage en direct. C'est vrai, j'en conviens. C'est vrai que c'est pénible. La popopiette qui dit salut Rémi, alors cette côte de bœuf, tu t'es régalé. Évidemment, hier soir c'était côte de bœuf, je vous l'avais dit, c'était le bonheur, le plaisir absolu, je vous en ai parlé, c'était magnifique. Magnifique, mais il y a des progrès à faire sur la maîtrise de la cuisson. Ça, c'est mon principal problème. Hier, tu vois, j'avais bien travaillé, tu la travailles à la poêle. Parce que j'ai barbecue à gaz à la maison. Et c'est pas le même goût. Il faut barbecue charbon si tu veux une belle pièce de viande pour donner ce goût-là. Donc j'ai travaillé ça à la poêle. Tefal, on embrasse, évidemment. N'hésitez pas à m'envoyer des poils gratuites. Hein. On n'oublie pas que je suis une prostituée du buzz. Hein. Contre quelques poils Tefal, je fais les pubs que vous voulez sans aucun problème. Je raconte la cuisson de la côte de bœuf parce que ça fait plaisir. Après, je vous parle d'une petite recette été, minceur, si vous voulez un galbe tel le mien. On va parler cuisine et après on enchaîne sur l'actu, hein, dans la mesure où c'est mon émission et je décide absolument de tout. Tu vois, si je veux, regarde, c'est fini, voilà. En fait, j'avais pas envie. C'était pour vous montrer que j'ai tous les pouvoirs grâce à cet outil qu'on m'a mis entre les mains. Très mauvaise idée. Parce qu'à tout moment, j'appuie sur des trucs, tu vois. Là, je peux être le chat, mais on a un petit peu changé. Donc maintenant, il y est quand même le chat. C'est voilà. C'est important. Donc, cuisson de côte de bœuf, j'explique. Cuisson de côte de bœuf. Tu démarres à la poêle. Tu mets un tout petit peu de matière grasse, notamment huile neutre. Donc en gros, colza, tu vois, un truc comme ça, un truc qui fait chier, qui n'a pas trop de goût. Tu me mets un petit peu de ça, voilà, pour faire chauffer ta poêle. Tu la fais très très chaude, hein, qu'on soit bien d'accord, très très chaude. Une fois que c'est bon, tu peux y aller. Alors attention, hein, quand tu démarres ta poêle à froid, hein, quand tu chauffes ta poêle, il y a un petit test sur les poêles en inox. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, je vous la donne, c'est cadeau. Si vous avez une poêle en inox, vous voulez être sûr que votre poêle est bien chaude. Quand vous n'avez pas ajouté de matière grasse, hein, faites attention. Et d'ailleurs, même visionner une vidéo de Gérard Larcher à moins de 5 mètres de la poêle, c'est considéré comme matière grasse. Alors attention. Une poêle sans matière grasse, pour savoir si elle est chaude, vous mettez quelques petites gouttes d'eau sur les poêles en inox. Et ça doit faire des billes
qui roule, si c'est pas assez chaud, ça va s'évaporer. Si votre poêle est suffisamment chaude, ça va faire comme des petites billes, vous allez voir, qui vont se répandre dans la poêle. Ça fait plaisir. Poêle en inox, évidemment. Après, sur les autres, je sais pas si c'est la poêle à charbon. Après, je sais pas comment ça marche, mais poêle en inox, c'est comme ça. Ensuite, donc moi, j'avais poêle en inox, un tout petit peu de matière grasse. Une fois que c'est bien chaud, bon là, pour savoir si c'est bien chaud, bah t'attends. Et puis, je sais pas, t'attends 5 minutes environ. Tu mets ta côte de bœuf. 1,30 de chaque côté, à feu fort. Ça va former une croûte. Réaction de Maillard. Voilà, qui est pour les plus physiciens d'entre vous. Physique et gourmandise, c'est aussi le juste bistrot. Réaction de Maillard, c'est quand tu as tout ce qui est, si je dis pas de conneries, bon, si je vais dire des conneries, donc réaction de Maillard, voilà, on l'embrasse, Maillard l'abeille, voilà. Réaction de Maillard, c'est ce qui va former la croûte sur ta viande, ce qui va faire que ça va cuire un petit peu comme ça. Tu sais, ça va devenir un petit peu croustillant et ça va devenir excitant. 1,30 de chaque côté, faut être très précis. Après, tu reviens sur le côté de départ et là, tu passes à feu modéré. Feu modéré, tu y vas sur le beurre. 3 plaquettes, 9 plaquettes. Là, il faut y aller de bon cœur parce qu'il faut arroser ta viande. C'est-à-dire, tu mets du beurre, ça va fondre et tu arroses avec la cuillère. Tu arroses ta viande. Là, tu pars sur du 4-5 minutes de chaque côté à feu modéré pour maîtriser ta cuisson. Donc, tu arroses un petit peu. Voilà, tu nourris ta viande et elle va te dire merci. Et elle va te regarder. Elle a le même charisme qu'Aurore Berger qui te dit votez pour moi. Bon, il y en a une qui est bonne. Et pim, t'arroses ta viande. Pam, pam, pam. Tu peux mettre des gousses d'ail, tu mets une branche de thym, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Tu bricoles un petit peu ton jus. Une fois que tu as fait 4-5 minutes de chaque côté, selon l'épaisseur de la côte, après vous vous démerdez. Tu me sors la côte de bœuf, tu la mets sur une planche que tu vas emballer dans du papier aluminium. Voilà. Alors évidemment, après, oui, les dangers de l'aluminium qui vont dans ta viande, à ce moment-là, on n'en a plus rien à foutre. Parce qu'à ce moment-là, tu es retourné à l'époque de l'homme de Néandertal. À ce moment-là, il y a une pièce de viande, si tu veux, de 800 grammes qui est devant toi, juteuse, finement arrosée à l'aide de 14 litres de beurre. Si tu veux, tout ce qui est... Ouais, mais en fait, l'aluminium, ça peut finir dans ton sang. Tu n'en as absolument rien à foutre. Parce que maintenant, c'est un duel à mort entre toi et la viande. Voilà. Tu me mets cette viande dans du papier aluminium entre 5 et 10 minutes. Faut surtout pas couper ta viande. D'ailleurs, autre astuce. Quand vous retournez votre viande pendant la cuisson, jamais avec un pic, parce que vous allez créer des trous et le sang va sortir. Et ça, on n'aime pas. Ça, on est à ça du pro-poutinisme. Donc attention, vous me le retournez avec une pince, voilà, sans trop de picots pour pas faire de trous dans la viande. Après, tu me le fous dans l'aluminium entre 5 et 10 minutes, ce qui fait que voilà, le sang va redescendre, ça va se répandre dans la viande, ça régale. Et au bout de 5 à 10 minutes, le temps de repos, pim pam, tu la découpes, finement salée, tu la manges. J'ai oublié d'ailleurs le salage avant cuisson. Quand ta viande, tu la sors de l'emballage, 1 heure minimum avant la cuisson. Faut qu'elle soit à température ambiante, évidemment. Tu me sales les deux côtés avec du sel fin, ou non, avec ce que je raconte, avec de la fleur de sel. Et hier, j'étais un homme heureux. Hier. William Scheller, excellente chanson. Donc voilà pour le tuto côte de bœuf. Ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Pourquoi ? Parce que c'est une côte de bœuf. Et ensuite, le petit plat été. Après, on part sur l'actualité. Je vous l'ai dit, ça fait plaisir, ça régale. C'est mon émission. On est là pour du bonheur. On est avant tout, on est là pour du bonheur. Avant tout. La petite salade. On va appeler ça juste sarrasin. Voilà, c'est la salade, c'est la juste sarrasin. Alors, les électeurs du RN et de Reconquête vont peut-être pas aimer, mais c'est pas grave. Comment ça bricole ? On en a marre du taboulé. On en a plein le cul du taboulé. Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Bon, mais Pierre Martinet, à mon avis, c'est un habitué de club échangiste. Donc Pierre Martinet, voilà, il nous emmerde. Monique Ranou, tout ce qui est charcuterie Intermarché, là je parle aux connaisseurs, ça nous emmerde aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut du taboulé, on veut changer un petit peu. Voilà. Et là, on subit un raid actuellement. Notizzi qui vient de raid avec 118 personnes. Voilà, bienvenue les amis. On était en pleine recette d'été. Et ça fait plaisir. Notez, hein, parce que je vais pas mettre les quantités. Hein. Attention. Moi, c'est une émission de cuisine, mais à la dure, hein, à la schlag, hein, comme on dit. Hein. Vous arrivez très bien, les amis de chez Notizzi. On parle cuisine. Vous avez raté la recette de la côte de bœuf. Là, on part sur
Une petite salade d'été qui fait du bien hein, pour les gens qui ont de l'embonpoint comme moi. Hein, voilà, c'est la version polie de les gros lards. Donc pour les gros lards comme moi, petite version d'été qui fait plaisir. On en a plein le cul du taboulé avec la semoule qui prend l'humidité, ça nous emmerde. D'autant plus que la vraie recette du taboulé, il y a beaucoup plus de persil. Il y a très peu de grains de semoule en fait. C'est beaucoup de persil. C'est assez surprenant. Je vous invite à regarder la vraie recette. Moi, ce que je propose, on est à mi-chemin entre Beyrouth et Quimper. J'explique. On va remplacer la semoule par quoi? Je vous le demande, je vous le donne en mille. De l'andouille de Guéméné. Je rigole. Ceux qui ont cru à ça, vous êtes tombés dans le piège. Du sarrasin. Et oui, le sarrasin. Vous savez, on aime ce goût de sarrasin qui nous rappelle nos promenades sur le port de Saint-Malo en mangeant cette galette complète qu'on aime tant à 4 euros, là où des affreux connards nous la vendent à 12 euros en dehors de la Bretagne. On se rappelle de ça. On se rappelle de ce goût de sarrasin. Tu vois. Alors c'est vrai que bon, si t'as voté Le Pen en 2002, quand on te parle de sarrasin, tu fais un petit peu d'urticaire. Là, je parle de la céréale, de la belle céréale, tu vois. Tu vois, tu connais ce goût de la galette comme ça. C'est finement craquelé, là, cuite sur le, comment ça s'appelle, la marque de crêpière bretonne, la crampouze. Voilà. Et là, je parle au breton. Je parle au breton. Hein, la galette cuite sur la crampouze. Voilà, avec ce beurre que tu mets dans ton sopalin pour frotter ta crêpière. Et après, hop, tu balances, bim, bam, boum. Tu aimes ce goût de sarrasin. Ne me mens pas. Je sais que tu l'aimes. Et si tu le connais pas, tu vas apprendre à l'aimer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce taboulé, c'est le même délire. Tu vas me mettre du sarrasin. Ça s'achète, ça coûte pas très cher en plus. Ça coûte pas très très cher. Tu vas m'acheter du sarrasin. C'est pas décortiqué, mais... merde. Il y a un nom, attends. Bouge pas. Si, c'est décortiqué. Si, regarde. Tu m'achètes un paquet comme ça. Regarde, je vais te montrer. C'est important, tu vois. Bon, tu vas dans les magasins bio de connards. T'as le droit d'y aller, même si tu votes pas la France Insoumise, tu peux acheter du sarrasin. Tu vas m'acheter du sarrasin décortiqué. Comment ça se cuisine, le sarrasin décortiqué? C'est facile. Tu le fais bouillir. C'est tout. 30 minutes. C'est tout. De l'eau bouillante, du sel, terminé. Ça dégage. Regarde les recettes de cuisson si tu veux. Mais c'est pas compliqué à faire. Ça coûte pas cher, c'est pas compliqué. Une fois que tu as ton sarrasin refroidi, eh ben on part sur une dynamique de taboulé. Je te l'ai dit, tu n'écoutes rien. C'est chiant, Dimitri. C'est pénible. Tu commences à me mettre... Moi, par exemple, j'ai mis du persil haché, de la menthe hachée, du poivron rouge, du poivron jaune. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la grenade. Eh oui, de la grenade. Alors s'il y a des terroristes qui nous regardent, arrêtez. Faites la paix, s'il vous plaît. Je parle de la grenade, le fruit, naturellement. Et ça met ce petit kick, comme disent les fachos. Ça met cette petite acidité, comme disent les gens normaux. Tu vois, et tu bricoles avec ça. Et tu me mets un peu d'huile d'olive. Évidemment, parce qu'on est vers la Méditerranée. Tu me mets de l'huile d'olive, tu me mets du sel, tu me mets du poivre. Tu peux mettre un peu de piment d'Espelette. Tu peux me mettre du raisin sec, si tu as envie d'une petite note sucrée, qui te rappellera le taboulé. Et qui te rappellera le raisin sec également, parce que c'est la même chose. Et là, tu te régales. Petite recette d'été. Le sarrasin est connu pour être comment on dit, il te fait arriver plus vite à satiété. Tu vois, ça aide. Comme ça, tu manges pas trop. Tu manges pas trop. Et ça fait plaisir. Et après, voilà, l'idée, c'est de réveiller en chacun de vous le André Rieu qui sommeille. Si tu as envie de... Tu vois, je vois Charlotte Bartolozzi dans le chat, elle dit, pas de coriandre, mais tu mets de la coriandre, ma Charlotte, si tu veux. Tu mets ce que tu veux, tu mets du Dextop si t'en as marre de la vie, on s'en fout. Mais là après, il faut réveiller le cuisinier créateur qui est en chacun de vous. Vous me mettez l'épice que vous voulez. Moi, je recommande la grenade, mais tu peux mettre de la mangue, c'est très bon, des petits bouts de mangue, ça régale. Tu peux mettre des trucs comme ça. Et ça, c'est une petite recette d'été. Blague à part, c'est délicieux. Et puis tu mets ce que tu veux en fait dedans. Mais la base sarrasin, je vous la conseille parce que vraiment, la semoule, t'as un truc, c'est imbibé, ça n'a pas forcément un super goût. Le sarrasin, ça régale. Vraiment, ça régale, les amis. Je vous invite à faire cette recette. Petite recette d'été sympa. Vous allez impressionner au prochain brunch Nathalie. Voilà. Voilà votre copine relou, on va pas se mentir, qui arrive toujours au brunch avec des tupperwares à la con, remplis de son mélange thon, yaourt, ail. Mais sauf qu'elle met trop d'ail, Nathalie, donc on n'en peut plus. Et vous osez pas lui dire. Parce que c'est votre meilleure amie depuis 15 ans, c'est la marraine de la petite. Donc Nathalie, on n'ose pas lui dire qu'on a envie de lui péter les jambes.
Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas fait retourner, Nathalie. C'est ce qui la rend très amère, très amère. D'où peut-être sa volonté de se venger dans sa préparation de merde à base de thon et de yaourt. Donc, la Nataloche, c'est pas grave. Vous lui faites goûter ce taboulé au sarrasin et ça va vous réconcilier. Ça va repartir. Et après, ce sera la vie d'Adèle dans 6 mois et puis on n'en peut plus. Donc voilà. Tout ça à partir finalement, tout ça à partir d'une recette donc, que je vous propose. Vraiment les amis, blague à part, je vous propose cette recette qui est formidable, c'est délicieux. C'est du bonheur dans l'assiette. Ça fait plaisir. Hein, comme on dit, du bonheur dans l'assiette, de la joie dans le slibard. C'est le slogan, évidemment le slogan de ces petits moments cuisine, ces petits moments entre nous. Les amis, on enchaîne. Parce que les gens viennent pas pour ça. Les gens viennent pas pour ça. Les gens viennent avant tout pour l'actualité, avec un regard intelligent, avec un regard aiguisé, qui n'est pas le mien. Si, bon, on rigole, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. L'actualité, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses et je le redis, la grande séquence du Juste Bistrot ce soir, les amis, c'est le décryptage de ce livre. La Meute, enquête sur la France insoumise. Je vais enfin vous donner mon avis là-dessus. Je l'ai lu, je l'ai bossé. On va bricoler. Il y aura de quoi faire. Je vais vous parler un petit peu de tout ça, les amis. Gros morceau ce soir, mais on va s'échauffer avant tout avec quelques petites actualités pêle-mêle, pêle-mêle évidemment. Et on va en Italie. On commence en Italie avec Giorgia Meloni qui, plus que jamais, valide ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans le Juste Bistrot d'ailleurs, sur on va dire, l'escroquerie Meloni. Alors, je vais pas vous refaire le chapitre à chaque fois, très rapidement, vraiment. Vous le savez, Meloni, qui au départ était l'ennemi du système, on nous expliquait que c'était l'extrême droite, c'était Mussolini, une pro-Poutine, une menace pour l'UE, qui parlait peut-être même d'Italexit, donc l'équivalent du Brexit pour l'Italie. Alors, petite parenthèse, il y a Phil, entre autres, qui dit « T'arrives un peu après la bataille, Rémi, pour la meute. » Attends, t'as pas écouté, tu vas voir. Tu connais la maison. Moi, j'aime bien prendre le temps. Tout le monde s'est égosillé il y a 6 mois et plus au moment de la sortie du livre. J'ai relevé des choses qui n'ont pas été relevées curieusement. Donc t'inquiète pas, laisse faire. Tu connais la maison en plus, t'inquiète pas. Donc, sur Meloni. Donc, je vous le disais, ennemi du système, on nous expliquait que si elle arrivait au pouvoir, ça allait être le retour des bottes, ça allait être Mussolini. Bon, patin coup fin, comme on dit. Patin coup fin. K1, K. Karim Benzema. Et bien évidemment, il n'en est rien. On a bien vu que Meloni est au pouvoir, que d'ailleurs le bilan économique est loin d'être catastrophique. On a bien vu que l'Union européenne, et notamment Ursula von der Leyen, se sont très bien accommodés de l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, ce qui ne laisse que 2 possibles interprétations, à savoir soit Meloni est véritablement fasciste, et dans ce cas-là, l'Union européenne s'accommode très bien du fascisme, soit le système médiatico-politique nous a menti, et Meloni était une candidate parfaitement compatible avec le système. Là, vous faites ce que vous voulez, libre à chacun de trouver l'interprétation qui lui Sierra Leone, évidemment. On embrasse tous nos amis Sierra Leone. Je ne sais pas comment on dit. Et donc, cette escroquerie Meloni qui se valide mois après mois, et notamment sur la question de l'immigration. On en a parlé aussi de l'année dernière déjà. Rappelez-vous, il y avait eu un bilan extraordinaire. On nous avait dit la réussite de Meloni sur la question de l'immigration. On nous avait dit, regardez, elle a réduit drastiquement le nombre de migrants illégaux sur le territoire italien. Sauf que ce qu'on s'était dit à l'époque, et ce qui est validé avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, le petit tour de passe-passe de Meloni, ça n'est pas de renvoyer les gens chez eux, c'est de les régulariser. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose et ce qui permet, d'une certaine manière, de maquiller les comptes. Maquiller les comptes, si j'ose dire, dans la mesure où comment dire, vous avez un solde migratoire de 100 personnes, si vous en régularisez 60, ils deviennent migrants régularisés. Donc, ils ne rentrent plus dans la case migrants en situation irrégulière. Ce qui donne l'impression que vous avez une action extraordinaire. C'est simple comme bonjour, et c'est ce que continue de faire Meloni. Et je vous montre, c'est un article de l'Opinion en date du 1er juillet 2025, qui nous dit ceci: l'Italie prête à accepter 500 000 travailleurs étrangers. Je vous lis le premier chapitre. Le gouvernement italien s'apprête à approuver un nouveau décret triennal sur les flux migratoires,
prévoyant l'entrée de 500 000 travailleurs extracommunautaires entre 2026 et 2028. Ce chiffre s'ajoute aux 450 000 permis déjà délivrés entre 2023 et 2025, portant le total à près d'1 million sur l'ensemble du mandat. Une politique migratoire pragmatique motivée par les besoins structurels du marché du travail qui contraste avec la rhétorique restrictive de l'exécutif. Donc, classique, efficace, c'est toujours la même chose. Alors après, l'article nous parle de certains cas où finalement des gens n'ont pas eu le visa promis, il y a eu des petits couacs, mais dans l'ensemble, on retrouve ce qu'on peut redouter à chaque fois qu'un candidat de droite ou d'extrême droite arrive au pouvoir au sein de l'Union européenne. Alors, à chaque fois, pour l'instant, il n'y en a pas eu des millions, mais Mélanie a ouvert la voie, il y en aura d'autres. C'est-à-dire comment le système médiatico-politique fabrique des épouvantails, qu'il fait croire au peuple que ces épouvantails sont une véritable alternative qui va vraiment répondre aux besoins du peuple, et aux surprises, en fait, ces candidats sont parfaitement alignés avec les intérêts de l'Union européenne, et ils appliquent une politique qui, in fine, fait le jeu de l'Union européenne. Donc, c'est du grand classique. Sans être Nostradamus, je peux d'ores et déjà vous dire que Bardella, Knafo, ou Zemmour, ou Marine Le Pen, ou je ne sais qui, feront la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont arriver avec un discours « Ouais, il y en a marre de l'immigration, vous inquiétez pas, on va réguler ». Et en fait, comme ces politiciens, notamment l'extrême droite actuelle, donc Reconquête RN, comme ces politiciens sont soumis au patronat, ils vont commencer à nous expliquer s'ils arrivent au pouvoir, comme ce qu'a fait Mélanie. Oui, on va dégager les migrants, mais en fait, les migrants qui bossent en situation illégale dans des restaurants, dans des choses comme ça, eux, on va les régulariser. Parce que vous comprenez la natalité, vous comprenez la démographie, vous comprenez, en fait, on a besoin de main-d'œuvre. La France a besoin de main-d'œuvre. Et puis, ce sont des bons migrants parce qu'ils travaillent. Et ils peuvent se faire correctement exploiter par le patronat tout en tirant les salaires à la baisse, ce qui est bien connu. Donc, la baisse rouilla, d'ailleurs, on a envie de rappeler. Donc, c'est du grand classique. On peut en parler aujourd'hui, on en reparlera longuement parce que, à mon avis, ça va être le concours Lépine, comme ils disent, le concours Lépine des promesses sur l'immigration du côté de nos candidats pour 2027, et notamment à droite et à l'extrême droite, où on viendra nous dire non, il faut encadrer l'immigration, il faut encadrer, on va gérer, vous allez voir, on va baisser les soldes migratoires. Et au bout du compte, je vous parie ce que vous voulez, qu'ils vont faire comme Mélanie et qu'ils vont régulariser plus que renvoyer. Et ce qui ne réglera absolument pas le volet culturel de l'immigration. C'est-à-dire, moi je me range derrière la créolisation de Mélenchon. Alors, jamais je vais parler de grand remplacement, attention. Non, parce que tout ça parce que la différence, elle est majeure. Différence entre la créolisation de Mélenchon et les remplacements. Voilà, donc je vais parler de créolisation parce que j'ai le droit. Voilà, c'est l'avantage, alors que le remplacement, t'as pas le droit. Mais c'est un petit peu la même chose. Et le volet culturel fait que, aujourd'hui, l'Italie qui fait entrer plus d'1 million d'individus extra-communautaires, donc extra-italiens, qui ne sont pas italiens, il y a à un moment donné un enjeu culturel. Mais c'est pareil dans tous les pays. C'est un mécanisme classique que Mélenchon appelle la créolisation, donc c'est la version autorisée du grand remplacement, on va être très clair. Et malheureusement, c'est comme ça. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer que Mélanie vient défendre l'identité italienne, la culture italienne. Après, vous trouvez ça bien ou pas bien de faire se mélanger les cultures à ce niveau-là, à ce niveau-là d'échelle démographique. Vous trouvez ça bien ou pas bien, mais la réalité est celle-ci. La réalité est celle-ci, c'est que ces projets de régularisation ont un impact à un moment donné sur la culture, ont un impact sur les gens qui arrivent dans un territoire donné, quel qu'il soit occidental ou pas. Donc voilà, Mélanie continue dans la supercherie. L'avantage que ça nous donne, c'est que ça nous permet d'avoir, un coup d'avance. Et je vous parie l'apéro que tout candidat de droite ou d'extrême droite qui arrivera au pouvoir en France en 2027 fera la même chose, fera la même escroquerie. Et au moins, on est au clair. Là-dessus. Les amis, voilà. C'est la première petite actu. Dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez, les amis.
Maltok69 qui dit bah c'est bien pour les vacances, on sera pas dépaysé. On a quoi d'autre? Sparkling Generator qui dit le RN sont des traîtres, c'est clair. Oui, bon, disons que au moins on est un peu au clair, au moins on est un peu au clair, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on bien. Phil, entre autres, perso, je trouve ça très bien. Le métissage sera le genre humain. Le reste ne deviendront que les minorités de demain. C'est chouette, hein, chacun son avis. C'est aussi pour ça que c'est l'esprit du Juste Bistrot. Je sais que plein de gens sont pas d'accord entre eux, mais c'est ce que j'aime. Anarchy08, au moins à gauche, ils sont honnêtes. Ils vont faire comme Mélanie, mais ils te l'annoncent, absolument. Mais c'est là où, enfin, de toute façon, on va pas repartir sur les grandes considérations. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. On comprend bien, en fait, que dans ce système néolibéral, qui est au moins un point commun entre tous les partis, on va dire, majoritaires de l'échiquier politique en France, LFI, RN, sur le néolibéralisme, même combat. Même combat. La France insoumise va vous parler de régularisation des travailleurs sans papier au nom de la liberté, au nom du respect et de la défense des étrangers. Et le RN va vous dire régularisation des travailleurs sans papier au nom de la défense du patronat, au nom du besoin de la France de récupérer des emplois, de relancer l'économie. Mais au bout du compte, qui en profite, si on fait un peu de marxisme à deux balles, au bout du compte, c'est le grand patronat. Quand je mets le grand patronat, c'est pas pour monter les gens contre les patrons. Enfin, je parle avec des grandes cases, vous avez compris l'idée. Tous les patrons sont pas des pourris. Enfin, faut pas déconner. Alors, on n'est pas sur BFM TV, je pars du principe que vous êtes intelligent et vous comprenez, il y a des nuances dans ces grandes cases, évidemment. Et donc, le projet néolibéral dominant fait que toutes ces décisions politiques, même si elles sont portées avec des couleurs politiques différentes, bah, tous ces projets-là vont dans le sens du néolibéralisme, qui est le projet de l'Union européenne, au sens large. Donc, vous pouvez prendre la situation par tous les angles. Il y a des points communs sur lesquels se retrouvent nos partis politiques, même nos partis les plus opposés. Enfin, en tout cas, supposément opposés. Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant et qui se valide petit à petit. Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler et on aura l'occasion de constater tout ça en période électorale, naturellement. Naturally. Voilà, comme un petit peu d'anglais aussi. Donc voilà les amis pour Mélanie, Georgia on my mind, ce qu'on pouvait se dire. Merci les amis, hein, vous êtes très nombreux ce soir parce qu'en plus on est exceptionnellement sur YouTube, je le redis hein, pour les amis sur YouTube qui déboulent, c'est un test. Vous le savez, demain il y a la farce tranquille en direct, on a eu une coupure d'électricité mercredi dernier, mais avant ça, ça avait bugué hein, sur YouTube, apparemment ça ramait. Donc on fait un test ce soir exceptionnellement. Le Juste Bistrot reste en direct sur Twitch, vous le savez. Donc rendez-vous sur Twitch. Vous pouvez taper Juste Milieu Twitch sur Google. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte pour regarder. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là c'est un test que vous avez sous les yeux. Et sinon, vous nous retrouverez sur Twitch dès demain. Dès demain, on sera en direct à 16h45. Mais au moins, on s'assure que ça marche et toutes les conditions seront réunies pour que demain, on passe une bonne soirée à 20h. Pour l'épisode 200 de La Force Tranquille qui a été reporté. Ça a bugué la semaine dernière. Et on va se fendre la gueule. Voilà, on va se fendre la gueule. Et je vous donne rendez-vous sur Twitch, les amis. Je le redis, hein, vous n'avez même pas besoin de prendre un compte pour écouter ça au boulot. Tu vois, comme si c'était la radio, finalement. Voilà. Et sur TikTok, on est également sur TikTok. Vous tapotez. Voilà, mettez les cœurs. Je sais pas quoi, faut tapoter. Voilà. Et voilà, il se fout de ma gueule à côté. Je suis une influenceuse. Allez, les loulous. Allez, la commu, on tapote la commu. S'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les roses. À 100 roses, je me mets à poil. Voilà, vous avez entendu, hein. Il est motivé. Hein. Et là, à côté de moi, j'ai un futur nudiste. Hein. À 100 roses, il est tout nu. Hein. Alors, on ferme le compte, mais on va rigoler. Hein. Il y a un assez gros zoom sur la cam ou pas? Allez. Et voilà, tu vois, les gens tapotent là. Hein. Allez, les gens tapotent. Hein. Ah, c'est super. Continuez les loulous, c'est super. À 200 likes, je me refais refaire les seins. Alors, on avance les amis avec Amélie de Montchalin. Ça aussi, c'est une petite actu. Je vous en avais parlé hier. Pour ceux qui suivaient. Attends, qu'est-ce que c'est? Live déconnecté sur TikTok. Voilà. Mais voilà, tu vois, j'ai dit de tapoter et c'est parti. Hein. Mais on a des problèmes en fait. On a des soucis. Attends. Tu peux passer en live et rejoindre Alain en tant qu'invité. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. On a des soucis, hein, mais je pense que c'est les Russes. Hein. Je pense qu'on nous censure. Hein. Échec de la connexion. Pas normal ça. Sur TikTok. Attends, j'arrive, je règle ça là, je suis sur l'internet. Hein.
Ton accès au passage live sera restauré le 8 juillet. Ah merde, on a été ban. Ah merde, oh putain. Ah ouais, on a pris... Attends, activité et services sexuels. Ah ouais, il rigole pas, hein. Bébé. Putain, oh, bannissement en direct. Ah mais c'était une blague, hein. Je peux contester ou pas de leur dire je rigolais quand même tout ça. Trop tard. Ah ouais, putain. Ah oui, il rigole pas, TikTok, là. Con. Bébé. Ah bah là, vous êtes témoin. Bah désolé, hein, les gens de TikTok, du coup. Faut leur appliquer ailleurs. Dans la Putain. clim. Oh, ils ont pas d'humour, à nos amis chinois, hein. Putain. Oh, oh, oh. Eh, censuré en direct. C'était une blague. Putain, si on peut plus faire des blagues sur la bite, moi j'arrête les lives, hein. Par contre, je le dis. Ah non, c'est terrible. Oh, c'était une blague, je déconne, TikTok, là. Putain. Ah, j'étais pas prêt pour celle-là. Ça a sauté d'un coup. Et ils sont forts, hein. Je sais pas quels outils ils ont, mais faut pas en parler à Macron, ça va lui donner des idées, hein. Oh là là. C'est fou, on peut plus faire des blagues sur la bite en direct, mais où va le monde? Tu vois, ça c'est la censure. Ça me choque. Autant le pass sanitaire, la Russie. Non, je m'en fous. Mais par contre, les blagues sur la bite sur TikTok interdites, ça va pas. Elle est où ma liberté d'expression? Voilà, touche pas à mon gland. Si je... Le truc qui part en couille. On a lancé une pétition. Voilà. Et à 100 000, j'irai montrer mon gland à l'Assemblée. Non mais c'est terrible, putain. Je suis outré, hein. On dirait pas, mais là c'est mon... On attente à ma liberté d'expression. Et ça c'est pas bon, hein. Ça c'est pas bon. Ah ouais, non mais hashtag mon gland, absolument. Je vois, voilà, le hashtag qui fleurit. Absolument, touche pas à mon gland, on est ensemble. Tous ensemble derrière mon gland. Non, bah non, de toute façon, il n'y aura pas de place, mais ça va trop loin. Ouais. Là, on va être censuré de partout, par contre. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'est pas grave, on va parler d'Amélie de Montchalin, tiens. Voilà, ça va calmer tout le monde. Je sens que tout le monde commence à rigoler, vous allez voir. Là, ça va bien vous détendre. Amélie de Montchalin. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Les copains? Hier, on a parlé, vous savez, de cette déclaration de Gérard Larcher qui proposait que les Français travaillent 1 heure de plus par jour. Je vais vous montrer la vidéo, comme ça, ceux qui raccrochent les wagons pourront comprendre de quoi on parle. Regardez, c'était cette séquence sur LCI, très exactement le 26 juin, copains. On en avait parlé, je vous le disais. Finalement, c'est assez logique et c'est une stratégie politique classique qui est le ballon d'essai. C'est-à-dire, vous avez des politiciens pas forcément de premier plan, parce que Emmanuel Macron, sa parole est d'or, si j'ose dire. D'or et de platine. C'est-à-dire que si le président dit quelque chose, normalement, ça a de la valeur. Je dis bien normalement, parce que, bon, avec Macron, et même encore avant, c'était un petit peu compliqué. Mais ce qui est plutôt chouette, c'est d'envoyer au front des personnages, disons, secondaires. Bon, Larcher est quand même le président du Sénat, donc c'est pas rien non plus. Hein, on va dire qu'il pèse dans le game. Et on envoie des personnages secondaires, et, enfin de deuxième zone, on va dire, et ils tentent des trucs. Ils balancent quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, ils balancent quelque chose qui n'est pas prévu, et on voit comment ça réagit. On voit comment ça réagit avec la même dynamique que ce qu'on avait rencontré pendant le Covid, rappelez-vous, hein, c'est-à-dire... pendant le Covid, on nous expliquait le lundi, non, mais en fait, il n'y aura pas de confinement. Le mercredi, bon, alors à ce stade, c'est pas prévu, mais on réfléchit. Le vendredi, non, mais c'est toujours pas prévu, mais quand même, il y a des chiffres. Et puis le lundi d'après, c'était en place. Parce que l'idée a le temps de mûrir dans les esprits. Ingénierie sociale, classique, bête et méchante. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans Le Parisien aujourd'hui, dans l'interview d'Amélie de Montchalin? On peut lire qu'elle se lance officiellement dans la production de films pornographiques. Non. Tu vois, je t'ai embarqué dans mon discours. Non, on peut lire que ce que je vous ai expliqué, ce que je théorisais hier, eh ben le pire, c'est qu'il l'assume. D'ailleurs, elle le dit, j'assume les ballons d'essai. C'est exactement la même expression, c'est sympa, hein. Regarde, je vais te lire ce qu'elle explique très exactement. En privé comme dans les médias, la ministre ne prend pas de pincettes, quitte à jouer la tête brûlée. Alors que François Bayrou avait appelé ses ministres à ne pas commenter les pistes pour la prochaine loi de finances et ainsi ne pas angoisser les Français, la locataire de Bercy avait évoqué dans nos colonnes une potentielle suppression de l'abattement fiscal des retraités, puis un éventuel coup de rabot sur le crédit d'impôt pour les emplois à domicile. J'assume les ballons d'essai. Sur le CESU, donc chèque emploi service universel par exemple, je l'ai dit à Jean-Louis Borloo qui conteste la refonte de sa réforme.
Les serveurs dans les mariages ou les coachs de sport sont considérés comme des emplois à domicile. Est-ce normal? Donc oui, j'assume les ballons d'essai. Un ministre propose, un premier ministre tranche. Donc tu vois, officiellement, ils te le disent. Officiellement, ils te disent que, et c'est toute la logique de la fenêtre d'Overton, dont on parle souvent, officiellement, ils te disent, on dit n'importe quoi, mais sur un malentendu, ça passe. Sur un malentendu, vous allez nous prendre au sérieux, et donc, on va pouvoir le mettre en place. Et puis, si jamais il y a une grogne trop importante du côté du peuple, eh ben on pourra dire non, non, mais on déconne, hein. C'était une vanne, hein. C'est l'autre, elle a à moitié tarée, elle rigolait. Hein. Donc, c'est classique. C'est classique et diablement efficace. Donc, cette logique de ballon d'essai, il n'y a même pas besoin d'être complotiste, parce qu'ils vous le disent. Une fois de plus, ils vous le disent. Donc, vraiment, ne vous cassez pas la tête, ne vous fatiguez pas à dire ouais, mais en fait, peut-être que machin de plus bidule. Non, non, non. Ils vous le disent que c'est une dynamique de fenêtre d'Overton. Ils tentent des trucs et petit à petit, ce qui vous choquait le lundi est devenu acceptable le dimanche. Donc, Amélie de Montchalin, elle te le dit. Tu vois, elle te le dit, ministre des Comptes Publics. En plus, tu vois, elle n'est pas déléguée syndicale au merguez, tu vois. Elle a un poste, non pas que j'aime le merguez. Elle a un poste quand même très important. Et ça passe. Et ça passe. Donc, vraiment, les copains, je voulais vous parler de ça pour que tout le monde l'ait bien en tête. Dernière petite actu pêle-mêle, et après, on part sur l'analyse de la meute, le fameux bouquin, l'analyse que la France attend. On part sur une séquence, mais qui se suffit à elle-même. Et c'est ça qui est beau. Écoutez Nagui, qui était sur RMC le 30 juin, ça régale. Ne cachez pas votre engagement en faveur de l'écologie et de la protection de la planète. Vous avez Ouais. même fait une remarque à une candidate de l'émission N'oubliez pas les paroles il y a quelques temps. Mais est-ce que vous-même, vous êtes exemplaire, Mais absolument Nagui? pas. Non, absolument pas. Je n'ai évidemment pas que des gestes parfaits pour la planète. Mais Exemple, façon, cet été, vous n'allez pas prendre l'avion pour aller en vacances. je vais prendre l'avion pour aller du sud de la France au nord où nous tournerons Interville. Je prendrai l'avion jusqu'à Paris et après je prendrai le train pour aller dans la banlieue lilloise et aller à Wallers. Je ne suis absolument pas parfait. Je dis simplement que si on peut faire quelque chose à son niveau, le petit truc, vous faites ce que vous voulez, de prendre une douche et pas de prendre un bain, de manger des fruits et légèrement moins, et des légumes, légèrement moins de viande, même pas le côté, moi je ne mange pas de viande, mais si vous voulez manger de la viande, mangez de la viande, peut-être pas tous les jours. Tous ces petits trucs-là, façon, vous savez, c'est le colibri avec sa goutte d'eau qui fait son boulot pour essayer d'éteindre un incendie. Mais l'avion, c'est pas un souci. Bah, c'est un souci si vous le prenez tous les jours, oui, ça devient un souci. Si vous le prenez une fois dans l'année, surtout, je vous signale que là, vous faites un Paris-Marseille ou un Paris-Toulouse en avion, c'est 40 balles. Vous voulez prendre le train, c'est 150 balles. Donc, allez expliquer à quelqu'un qui n'a que 40 balles pour partir il vaut mieux pour protéger la planète Vraiment, j'aime en beaucoup dépenser. Nagui qui se transforme en chèvre de Monsieur Seguin. Hein, dès qu'il est pris un peu en défaut sur ses comportements, le donneur de leçons pris à son propre piège classique. Il n'y a même pas besoin d'analyser quoi que ce soit. Il n'y a même pas besoin de raconter certaines choses. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir, évidemment. Les copains Nagui qu'on embrasse, et voilà, c'est de la joie. Il y a de la joie toujours. Alors, les amis, et là, la France tremble. Là, je le dis, la France tremble. La France a peur. La France a peur, les amis, parce que on va analyser ce livre. La meute, enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et là, ça va chier des bulles carrées. Je vous le dis, les amis, je voulais absolument vous parler de ce livre qui est sorti le 7 mai 2025. Donc, tu vois, j'ai presque 2 mois de retard, entre guillemets, mais vous connaissez la guinguette. Vous connaissez la guinguette, vous savez comment je fonctionne chez Juste Milieu. J'aime pas me lancer dans la bagarre en même temps que tout le monde. J'aime pas être dans le commentaire immédiat, tu vois, d'un truc, d'ailleurs que pas beaucoup de gens ont lu, d'une certaine manière. C'est du commentaire généralisé, en réaction à ce que disent les médias mainstream, donc je trouve pas ça très intéressant. Et j'aime beaucoup, justement, laisser passer la vague, et à partir du moment où tout le monde s'en fout, revenir avec le travail. Avec un travail où j'ai pris du temps, où j'ai essayé d'analyser certaines choses, de prendre des notes, de machin. Et surtout, ce qui est intéressant dans le fait de laisser passer la vague,
c'est de voir ce qu'il y a derrière la vague. C'est-à-dire, quelle continuité il y a. Aussi bien dans ceux qui ont fait un commentaire, qui ont poussé des cris d'orfraie en disant « Mon Dieu, quel sujet, c'est scandaleux, vous vous rendez compte, il s'est passé telle ou telle chose. » Et puis en fait, une semaine après, tout le monde n'en a plus rien à foutre. Alors que si c'était réellement un scandale, on poursuivrait le sujet. C'est normal, tu vois. Donc tu as ce côté-là, et puis tu as aussi le côté des médias mainstream, où tu te rends compte qu'ils ont relevé certains éléments spécifiques, ils ont créé la polémique sur ces éléments-là, et la plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les éléments retenus ne sont pas les pires. Généralement, ils ne sont pas les pires. Et que quand tu creuses, quand tu lis vraiment le bouquin en détail, que tu fais attention, tu te rends compte que ce qui a été relevé, c'est loin d'être le pire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce bouquin. Ah, tes souhaits, pas de problème. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec ce bouquin La Meute, j'ai attendu et j'étais vraiment très content parce que j'ai découvert des choses en me disant ils les ont peut-être laissé passer volontairement. Alors, quelques éléments de contexte, avec des rappels importants, parce que je vois venir les pros LFI, et on est chez Juste Milieu, tout le monde est bienvenu, mais on va quand même être au clair là-dessus. Ce livre est sorti le 7 mai 2025, publié chez Flammarion. Aujourd'hui, on a compté près de 80 000 exemplaires vendus, donc c'est quand même un plutôt beau score, un très beau score en librairie. Les auteurs sont Charlotte Belaïch, qui travaille chez Libération depuis 2016, présentée comme spécialisée dans la couverture de la gauche française, et Olivier Perroux, qui lui bosse au Monde, service politique. 2 journalistes qui nous servent ce bouquin. L'historique du livre, les journalistes nous expliquent que c'est une enquête qui démarre avec l'affaire Quatennens en 2022. Ils ont voulu remonter l'histoire de la France insoumise fondée en 2016, on le rappelle, de décrypter un peu le fonctionnement en interne, les tenants, les aboutissants. Ils ont récolté le témoignage de près de 200 personnes dans le cadre de leur enquête. Il y a des cadres actuels de la France insoumise, des cadres anciens, des militants de base, des figures politiques plus ou moins proches. Toute une toile d'araignée assez large. Il faut rappeler, ce qui est important, que Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou, qui sont beaucoup évoqués dans ce livre, ont refusé le droit de réponse qui leur avait été donné. C'est important. Et rappel encore plus important, que je tiens à faire pour éviter les soucis, que vous regardiez cette vidéo en direct sur Twitch ou l'extrait sur YouTube un petit peu plus tard. Au moins, je le dis maintenant, comme ça tout le monde est au courant. Je n'ignore pas que ce livre sort au bon moment et que c'est un moyen de tenter d'affaiblir la France insoumise. Évidemment que ce genre d'enquêtes sont des enquêtes de commande et évidemment que ça sort toujours au bon moment quand il s'agit de taper sur un parti qui monte un petit peu trop dans les sondages. On se rappelle les enquêtes sur Zemmour par exemple qui sont sorties 2 mois après sa candidature comme par hasard. Là en ce moment la France insoumise dans toute une partie de l'électorat français, a eu un regain de popularité grâce à ses positions sur la Palestine. Donc forcément que ce livre arrive au bon moment. Et forcément qu'il y a de l'intention au-delà du travail des 2 journalistes. On ne va pas se raconter de conneries, ça marche pour tous les partis politiques. Quand en période préélectorale, le RN monte un peu trop fort, il y a des enquêtes sur le RN pour nous expliquer que Jean-Marie Le Pen était raciste, que tout ce que vous voulez. Donc ce sont souvent d'ailleurs des enquêtes qui révèlent des choses que l'on sait déjà, mais ça permet de créer une bulle médiatique pour taper sur tel ou tel parti. D'ailleurs, regardez les librairies, quand vous avez une enquête qui marche bien pour taper sur un parti, dites-vous que c'est parce que ce parti dérange un petit peu, dans une phase spécifique ou sur un sujet donné. Donc, je n'ignore pas ça. Si je vous parle de ce livre, c'est parce que je trouve qu'il contient des choses intéressantes, même positives, pour comprendre par exemple la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, j'y viendrai. Et je trouve que ce livre contient surtout 2 immenses scandales qui n'étaient pas connus, ou en tout cas pas dans cette ampleur-là en amont, et qui n'ont pas été poursuivis. Donc j'insisterai sur ces 2 affaires, parce que je trouve ça gravissime, et le livre a au moins le mérite de révéler certaines choses. Même si la plupart des choses sont des affaires que l'on connaît déjà, et qui arrivent à point nommé. Bien sûr que c'est un livre à charge, bien sûr qu'il y a une volonté politique contre la France insoumise, on est d'accord. Mais ça ne suffit pas à décrédibiliser ce bouquin. Parce que en face, il y a eu des réactions des cadres de la France insoumise qui ont dit que c'était une attaque de la meute médiatique, donc ce que je vous dis là, qui l'ont écarté d'un revers de la main en disant de toute façon, il y a une volonté de s'en prendre à nous, de toute façon,
ce sont des ragots et des mensonges. Hein, Mathilde Panot, Manuel Bompard ont parlé de ragots et de mensonges. Vu ce qui est dit, et je vous en parlerai dans quelques instants, vu ce qui est dit, il s'agirait de porter plainte en diffamation, parce que c'est très grave. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de plainte. Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, dans un meeting à Aubenas le 13 mai, a parlé de gens dégénérés pour qualifier les journalistes. Hein, donc chacun appréciera. Donc pour vous dire un peu comment ce bouquin a été reçu, regardez, sur la déclaration de Mélenchon, je vous la montre, hein, qui est les sources. Il a qualifié les 2 auteurs du livre de gens dégénérés, les accusant d'avoir relu et réinventé la vie privée des dirigeants insoumis. Livre que Mélenchon dit ne pas avoir lu. C'est Le Figaro, hein, qui en parle, donc pour vous montrer des sources. Donc, les rappels sont faits. On peut décoller. Vous avez compris ma démarche, qui est de lire ce bouquin une fois que la vague est retombée, une fois que tout le monde s'en fout, de voir ce qu'il y a dedans, de voir si ça valide telle ou telle explication, et de faire un vrai travail de lecture. Moi, je m'en fous de taper sur telle ou telle partie, vous connaissez la maison, chacun son tour. Je me farcis Macron, je me farcis ça. Je peux vous dire que d'ici 2 semaines, je vais vous proposer une analyse sur la biographie de Bardella, que je suis en train de me tartiner. Donc le but, c'est de tabasser tout le monde, et on se régale. Vous connaissez la maison. Donc ceux qui profitent de cette vidéo pour dire « Ouais, Rémi, tu t'acharnes sur LFI », vous avez peut-être pas compris la maison, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, point par point, sur ce bouquin, un peu les morceaux que je vous ai sélectionnés, et à la fin, il y aura une analyse un peu plus générale. Sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment au cœur du livre. On apprend beaucoup de choses sur sa trajectoire. C'est pour ça que je vous invite à lire ce livre, parce qu'il y a des choses à charge, mais il y a des choses très intéressantes sur le parcours de Jean-Luc Mélenchon. On rappelle qu'il commence à la fin des années 70 sénateur PS, aux côtés de gens comme Hollande, Jospin et compagnie. Hollande qui va le trahir lourdement, ce qui explique d'ailleurs la détestation entre les 2 hommes. Et on comprend mieux en fait la trajectoire de Mélenchon, on comprend mieux ses immenses qualités, on comprend mieux son talent de tribun, on comprend mieux sa parano, aussi une forme de paranoïa, parce qu'il a été trahi plusieurs fois, donc c'est quelque chose qu'il redoute lourdement. Voilà. Et sur la personnalité de Mélenchon, un truc qui a été souvent dit sur ce bouquin La Meute, c'était « Ouais, en fait, vous allez découvrir que la France insoumise, il y a un comportement sectaire. » Alors, ça, je vais le balayer d'un revers de la manche immédiatement, cet argument, parce que c'est pas du tout ce qui m'a intéressé dans le livre, parce que c'est le principe même d'un parti politique qui a une tête forte. Le principe même, c'est d'avoir un comportement sectaire. À un moment donné, pour le coup, il y a des attaques sérieuses sur la France insoumise, j'y viendrai, mais pour le coup, il y a des trucs bidons. Et vraiment, le fonctionnement sectaire, tu te dis, quand ça vient de macronistes qui se sont mis dans les pas d'un mec qui avait mis ses initiales pour nommer son parti politique, bon, reprocher à la France insoumise d'avoir un comportement sectaire, faut peut-être pas déconner, tu vois. Donc tous les partis politiques ont un fonctionnement sectaire. Faut pas déconner, c'est comme ça que ça marche. Quand vous vous rangez dans les pas d'un individu, femme ou homme, évidemment que ça devient sectaire. Évidemment qu'il peut y avoir des dérives. Donc, c'est ridicule de s'arrêter à ça. Pour comprendre un peu la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, il y a certaines choses plutôt négatives, certaines choses positives. On commence avec un truc un peu négatif, assez anecdotique, mais qui en dit long aussi sur la volonté d'être un peu le leader maximo, on va dire, du parti. Ouais, tu vois, je vous montre, j'ai pris mes petites notes, mes machins, mes bidules. Je vous lis des passages pour vous faire une idée. On peut lire, lors d'un déplacement à Bruxelles en juillet 2023, au Parlement européen, ça ne s'invente pas. Autour de l'insoumis, son équipe s'affaire au garde à vous, sans cesse tendu par la peur de faire une erreur, et il ne faut rien oublier. Déposer le petit paquet de fraises tagada dans sa loge, organiser le déroulé de la journée pour lui permettre de faire une sieste, tenir les curieux à l'écart. Et quand il faut lui annoncer un changement qui pourrait l'irriter, tout le monde se défile. Non, vas-y, toi, dis-lui, toi. À côté de Mélenchon, ce ne sont plus les mêmes, raconte le même élu. C'est perturbant car ce sont des gens intelligents. À 74 ans, l'insoumis en chef vit désormais entouré d'une cour, assisté dans la moindre tâche de son quotidien. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité, il ne va même plus acheter son pain, raconte son amie d'enfance Hélène Franco. Il ne s'occupe de rien de concret, jamais. On lui achète ses billets de train, on le conduit. À part les militants et les cadres, il ne voit personne. Donc, plutôt léger, plutôt anecdotique, mais pour expliquer que Mélenchon est un roublard de la politique, est un vieux routier, qui en a vu d'autres, et il y a ce comportement de quasi-monarque qui lui ressemble bien au sein de la France insoumise. On a un autre élément, donc tu vois, donc en page 61 à 67, donc je donne le repère pour ceux qui ont déjà lu le livre, et je vous invite à le lire une fois de plus, les amis. On n'est pas chez BFM, on n'est pas chez CNews, on ne se contente pas de parler d'un livre.
parce qu'il tape sur un parti politique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On essaie de faire le travail. J'ai juste milieu de faire ce travail-là. Et si le bouquin vous intéresse, n'hésitez pas à le lire et aller au-delà de la vidéo que je vous propose là. C'est très important. Page 61 à 67, je vous invite vraiment à lire ça parce que on comprend le lien très fort, très personnel qui a pu lier Jean-Luc Mélenchon à François Delapierre. François Delapierre qui est l'un de ses plus vieux compagnons de route, l'un des principaux théoriciens du parti politique, du projet politique de Jean-Luc Mélenchon. On parle souvent d'Alexis Kohler comme le cerveau droit d'Emmanuel Macron. On peut estimer qu'il y avait le même lien entre François Delapierre et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'était vraiment un personnage dont il était très 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 proche, malheureusement décédé en juin 2015. Et le bouquin nous explique bien, et ça fait partie des éléments très intéressants pour mieux comprendre Jean-Luc Mélenchon, le bouquin nous explique bien à quel point la disparition de François Delapierre a été un drame et un choc pour Jean-Luc Mélenchon, qui depuis a été dans une forme de radicalisation politique, j'entends, évidemment, et que ça a changé beaucoup de choses dans le fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon et dans la naissance du projet politique un an après, qui était celui de la France insoumise. D'autres éléments un peu plus rudes, on va dire, pour comprendre les façons de faire de Jean-Luc Mélenchon, sur les humiliations que subissent certaines têtes d'affiche de la France insoumise. C'est-à-dire qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon peut parfois avoir des réactions un peu rudes, on va dire. Hein, la République, c'est moi, tout le monde s'en rappelle. Même avec ses sbires les plus proches, il y a des choses assez curieuses. Je vous lis page 151. 2 ans auparavant, en 2017, donc on parle de Manuel Bompard, hein, 17 insoumis sont devenus députés. À l'Assemblée, ils forment un commando soudé qui multiplie les coups d'éclat. Bompard, qui a échoué au second tour des législatives dans la 9e circonscription de la Haute-Garonne à Toulouse, les observe de loin, frustré de ne pas en être. Surtout, 2 ans plus tard, Mélenchon lui fait porter le poids du mauvais résultat des européennes, 6,30%. Dans les couloirs du Parlement européen, l'ex-porte-parole des Verts Stéphane Paucrin, qui travaille alors avec l'eurodéputé écologiste David Cormand, croise le chef insoumis et son second. Ah, lui c'est le meilleur des insoumis, car il sait obéir, lance Mélenchon à Paucrin, qu'il connaît depuis l'Essonne, avant de se tourner vers Bompard, cassant « Toi, achète-toi un cerveau ». Donc c'est comme ça que Mélenchon peut s'adresser à ses proches, et notamment à des cadres de la France insoumise, en l'occurrence Manuel Bompard. Bon, ceci dit, on l'attaquera pas pour fake news. Hein, voilà, non mais... Voilà. Bon. Merci à JF Zaza pour le sub 20e mois, merci beaucoup. Dans la foulée, page 152... on a, tu vois, comment dire, la réaction, en fait, des membres de la France insoumise qui ont enraciné, qui ont intégré ce fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon. Je vous lis. Quand on a eu des responsabilités, on les assume, évacue Bompard. Les européennes ont été un échec politique, tout ne pouvait pas continuer comme avant. Sans le bannir, Mélenchon l'éloigne. Quelques années plus tard, lorsque Daniel Simonet lui montre les messages brutaux que lui envoie Mélenchon, Bompard lui répond en haussant les épaules. Moi aussi, il m'a fait ça. Donc, si tu veux, c'est une forme de fonctionnement. C'est une forme de fonctionnement courant. Alors, là encore, c'est pas à charge pour la France insoumise. Je veux pas les défendre, j'en ai absolument rien à foutre. Je suis là pour faire mon travail. On se doute que ce genre de fonctionnement un peu rude existe dans bien des partis politiques et que Mélenchon n'a pas le monopole de la saloperie, pour le dire autrement. Ceci dit, quand vous parlez d'un parti politique qui a érigé, par exemple, la lutte contre les violences faites aux femmes dans la société, et que en interne, les députés, en tout cas les membres de la France insoumise, ont intériorisé ce genre d'abus, parce que c'est Daniel Simonet, qui est une femme, hein, qui reçoit des messages brutaux. Bon, bah, tu te rends compte que là, on rentre sur un autre niveau de problème. Que c'est ce genre de comportement, et on les rejette, et évidemment, c'est scandaleux dans tous les partis politiques, qu'on soit bien d'accord, mais quand tu essaies de faire un programme politique autour de ça, autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment, bah, c'est un petit peu compliqué de donner des leçons alors que toi, tu autorises ton chef à plume à faire ce genre de choses. C'est un petit peu délicat. C'est un petit peu délicat. On continue sur un comportement pareil, alors qui est relayé par Georges Kuzmanovic, qu'on salue, qu'on embrasse, ancien membre de la France insoumise, qui a quitté pour créer son projet politique, souverainiste, on le salue, on embrasse, République souveraine. Attends, oui, c'est ça, hein. Je ne veux pas dire de conneries. J'ai un doute sur le nom. Oui, c'est ça, République souveraine de Georges Kuzmanovic, c'est ça. Un témoignage qui est donné par Georges Kuzmanovic
Dans le livre, là encore, page 177, pardon. Donc c'est lors d'un déplacement à la fête de l'UMA en 2019. En 2011, en septembre 2011. Georges Kuzmanovic est dans l'équipe de sécurité de Mélenchon. Et le livre raconte ceci. Quand un petit groupe de jeunes, un brin excités et vraisemblablement éméchés attire son attention, les gros bras se resserrent autour du candidat pour éviter l'incident. Kuzmanovic tente de le retenir d'aller à leur rencontre. Il raconte « Il voulait pas qu'on le retienne, ça l'a énervé et là, bam, il me met un coup de genou dans les couilles. » Voilà. Donc Mélenchon, avec l'adrénaline du moment, peut aller jusqu'à des coups portés sur des gens de son entourage. Pourquoi pas? On avance encore un petit peu sur la personnalité de Mélenchon, qui est une personnalité contradictoire. On ne va pas refaire tout le chapitre. Je pense que là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord, notamment dans ses évolutions politiques, mais d'autres contradictions aussi. On a page 49, un élément que je trouve très intéressant sur le passif de Jean-Luc Mélenchon quand il était encore dans la famille du Parti Socialiste, où tu comprends jusqu'où peuvent aller les contradictions politiques assumées de Jean-Luc Mélenchon, qui a érigé la contradiction en art de la politique. Je vous lis. C'est un autre Mélenchon obséquieux, mielleux, que la bande de l'Essonne observe. Donc, la bande de l'Essonne, c'était des cadres du PS à l'époque. Il admire les gens qui arrivent à gagner, résume Marie-Noëlle Lindemann. Il ne reniera jamais Mitterrand et Jospin, ni quand le premier opère le tournant de la rigueur, ni quand le second affirme en pleine campagne présidentielle de 2002 que son projet n'est pas socialiste. Ce soir-là, Mélenchon est devant France 2 avec Éric Benzekri. Par ailleurs, Éric Benzekri, c'est le scénariste de la série Baron Noir, pour la petite anecdote. Et d'autres qui protestent. Le ministre, lui, s'agace surtout du manque d'attention de ses camarades. « Ne vous inquiétez pas, je suis dans sa tête », répète-t-il à tous ceux qui émettent des doutes sur la voie empruntée par le candidat du PS. Donc, Mélenchon a toujours été au clair avec ses contradictions, même quand le Parti Socialiste restait un parti, mais abandonnait ce qu'il avait de socialiste. Autre contradiction, alors celle-là, elle est belle, parce que celle-là, elle pourrait revenir dans le museau de Mélenchon à tout moment. Et c'est là qu'on arrive dans les dossiers un peu rudes de ce livre, et qui, à mon goût, n'ont pas été assez relevés, curieusement, quand il y a eu toute la polémique autour du livre La Meute. Je vous lis page 55. Puisqu'il paraît que les ennemis de nos ennemis sont des amis en 2008, il va se lier d'amitié avec les trublions de la droite dure. Une opération restée secrète jusqu'à ce jour et pour laquelle lui seul est à la manœuvre, visant à affaiblir le Parti Socialiste qu'il honnie toujours plus. Cet automne-là, il rejoint l'un de ses nouveaux amis qui fête ses 50 ans, un certain Éric Zemmour. Eh oui, tu sais, quand il s'engueulait, tu te rappelles, en fait, Mélenchon, à un moment donné, il en a fait une stratégie politique. Je continue. Celui qui est alors journaliste au Figaro et polémiste du petit écran, tendance droite décomplexée, a vu les choses en grand. En bon admirateur de Napoléon, il a réservé l'ancienne résidence de l'impératrice Joséphine, la petite malmaison à une quinzaine de kilomètres de Paris. Les invités sont même accueillis par un personnel déguisé en grenadier de la garde impériale, redingote bleu et blanc aux épaulettes rouges. Tout le gratin de la droite s'y presse, mais aussi les socialistes Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Luc Mélenchon, ravis d'être de la partie. Et il y a encore autre chose. Quelques jours plus tard, le 28 octobre 2008, c'est avec Patrick Buisson, décédé en 2023, autre figure de la droite et de l'extrême droite et conseiller du président Sarkozy, qu'il déjeune dans un café du boulevard Saint-Germain à deux pas de Solferino, le siège du PS. Mélenchon lui confie qu'il va prochainement claquer la porte du parti. J'ai pour les socialistes le plus grand mépris, éructe-t-il dans le calme feutré du bistrot. Je vais me barrer, je vais créer ma Linke, le parti allemand, la gauche qui a fait scission avec les sociaux-démocrates. Les deux hommes signent un accord qui ne dit pas son nom pour torpiller à feu nourri, chacun de son côté le PS. Ils vont me couvrir de crachats, ils vont faire en sorte d'éteindre la lumière. Vous avez un boulevard devant vous, mais vous avez aussi besoin d'organiser votre opposition, explique l'homme de gauche à celui qui écrivait auparavant dans Minute, le journal d'extrême droite. Donc, si tu veux, on n'est pas dans la révélation de ce fameux événement, la ambiance Napoléon pour l'anniversaire de Zemmour. On le savait. On n'est pas dans la révélation pure. Mais ce qui est très intéressant, c'est de le remettre sur la table. De le remettre sur la table parce que plus le temps passe, plus Mélenchon devient hargneux, plus Mélenchon déteste la contradiction, déteste ces révélations-là. Et justement, il faut les faire. Il faut les remettre sur la table. Parce que ça n'est pas parce que ça a déjà été dit qu'il faut l'oublier. En disant non, mais c'est bon. On le sait, il n'y a pas de problème. Ce genre de contradiction majeure où Mélenchon, parce que l'anniversaire de Zemmour, en vérité, on s'en fout, c'est anecdotique. Mais le plus important, c'est de comprendre à quel point la trahison a été érigée en art de la politique chez Mélenchon.
Et la trahison est aussi le fait de se mettre dans le rôle de la victime pour s'attirer les voix. C'est-à-dire, c'est pas le parti, enfin comment dire, c'est pas moi qui ai trahi le Parti socialiste, c'est le Parti socialiste qui m'en veut pour telle ou telle ou telle raison. Et donc d'instrumentaliser des causes, d'instrumentaliser des combats pour être toujours dans le sens du vent. Mais regardez la position de Mélenchon sur la Palestine. Il n'a jamais eu le même engagement qu'aujourd'hui. Alors évidemment, on peut changer d'opinion, on peut muscler plus ou moins des combats politiques, mais Mélenchon n'a jamais été aussi rude que depuis qu'il est autour de Rima Hassan. Donc, on voit bien que ce mélange de trahison, ce mélange de victimisation, ce mélange d'opportunisme est au cœur de la recette de Jean-Luc Mélenchon. Là encore, j'insiste pour ceux qui vont mettre en commentaire « Oui, mais Rémi, c'est pareil pour tout le monde ». J'ai pas dit le contraire. J'ai évidemment pas dit le contraire. Aujourd'hui, je vous parle de Mélenchon. Quand je ferai une vidéo sur Bardella dans quelques semaines, je vous parlerai de Bardella. Mais on peut le reprocher à tout le monde. Aujourd'hui, je le reproche à Mélenchon parce que j'ai lu un livre qui parle de Mélenchon. Tu vois. Donc ça aurait aucun sens, en fait, de le reprocher à Robert Hue, tu vois. Donc, je trouve que c'est très symbolique, en fait, sur la politique sauce Mélenchon. Après, il y a quelques autres petites contradictions, tu vois, rapidement, parce que ces affaires-là, pour le coup, on les connaît beaucoup plus. Tu vois, il y a les dossiers Chikirou, page 104. Je vous lirai pas l'extrait parce que ça, pour le coup, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Mais tu vois, page 101, il y a une pratique un petit peu oubliée. Hein, on a beaucoup parlé de l'affaire des assistants parlementaires du RN, à raison, et évidemment que c'est un scandale, et évidemment qu'ils doivent être condamnés. Mais tu vois, Jean-Luc Mélenchon, il a aussi une pratique assez intéressante, je vous lis, page 101. Pour la présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à peine 8 000 € en salaire et autres cotisations patronales, quand les autres candidats déboursaient, eux, entre 1 et 2 millions d'euros chacun. Ce chiffre, il est tiré des milliers de pages qui composent la procédure liée à l'affaire des comptes de la campagne 2017 que nous avons épluchée. L'enquête judiciaire raconte le fonctionnement financier de LFI, une machine au rouage bien huilé, un portefeuille solidement verrouillé par Jean-Luc Mélenchon et ses aides de camp, économes voire avares. Le candidat LFI n'aime du reste rien tant que ce qu'il dénonce ailleurs, le libéralisme et plus particulièrement l'ubérisation. Pour la présidentielle de 2017, il a massivement eu recours à la sous-traitance en recrutant plusieurs de ses lieutenants sous le statut d'auto-entrepreneur. Au total, plus d'une dizaine de membres de l'équipe de campagne ont été rémunérés ainsi via des sociétés unipersonnelles. Clémence Guettet, l'une des nouvelles figures du mouvement devenue députée, a ainsi émis 8 000 € de factures en tout genre pour la campagne. Antoine Léaumont, chargé des réseaux sociaux à l'époque, est lui aussi devenu parlementaire, 4 050 €. Juliette Prados, l'une des communicantes historiques de Mélenchon, près de 10 000 €. Porte-parole de la campagne, Alexis Corbière a lui touché 28 700 € d'honoraires. Relations avec la presse, services informatiques, rien n'échappe à l'ubérisation. Christian Marr, le secrétaire général de la campagne, va ainsi créer sa société de conseil Christian Marr Consultant Conseil et faire payer ses services aux candidats dont il s'occupait au jour le jour. L'objet de ces factures, mission relative à la candidature de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la campagne présidentielle, sans autre précision. Le montage permet d'exonérer des cotisations sociales la structure à qui l'on facture. Une pratique pas illégale, d'autant plus étonnante pour l'homme de gauche qui l'avait dénoncé avec force en 2016, comme le statut d'auto-esclavage. Je supprimerai également le statut d'auto-entreprise, arnaque de première grandeur, promettait-il déjà à nos confrères du Parisien le 10 mars 2012. Donc ça, pour moi, tu vois, c'est l'exemple parfait de ce qui devrait décrédibiliser dans un monde normal tout candidat politique. On est vraiment au niveau, tu vois, du droitard, tu vois, du candidat d'extrême droite qui passe sa journée à dénoncer l'immigration férocement, avec un racisme latent, et qui embauche une nounou sri-lankaise, tu vois, au black. On est vraiment au même niveau. Je trouve que c'est un comportement, un fonctionnement renseigné qui devrait très clairement valoir une décrédibilisation à vie de Jean-Luc Mélenchon. Quand tu tombes dans ce genre de contradiction, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça évidemment scandaleux. Et cette ubérisation de la campagne présidentielle de 2017, c'est complètement dingo. Et il n'y a pas besoin en fait de faire de grands raisonnements parce qu'on est sur une contradiction factuelle, sur quelqu'un qui va instrumentaliser la cause avec des choses que lui-même n'applique pas. Et je trouve ça assez terrible. On a quelques petites pépites. Alors, toujours, hein, tu vois, on n'aime pas le capitalisme, mais quand même. Page 47, on apprend que tu as un petit tour de passe-passe, là encore, hein, que Mélenchon n'est pas le seul à avoir fait, mais je vous lis. Chaque univers a mis au point son système de financement. Chez Julien Drey, donc à l'époque, hein,
On appelle ça le couscous, de la semoule avec des chèques dans tous les sens, des petites sommes auxquelles personne ne comprend rien. À Mélenchon, la SCI. Terrorisé par les affaires de détournement d'argent public, toujours très précautionneux, il sait toutefois mettre à profit le cadre légal. Ainsi, grâce au prêt à taux zéro que lui accorde le Sénat, il achète une permanence et rembourse chaque mois son crédit avec son enveloppe de frais de mandat. À la revente, la plus-value est pour lui une pratique contestée mais alors autorisée, l'argent au service de la cause. Tu vois, le genre de petit tour de passe-passe, toujours sympa, qui fait plaisir. Alors, il y a l'affaire, page 103-104, hein, de Manuel Bompard et sa compagne, quand touchait un peu de pognon. Je vous la passe, voilà, ça c'est pour ceux qui liront le livre. On a les prémices de l'affaire Quatennens, une petite déclaration sympa, tu vois, page 162. Tu comprends un peu les méthodes. On peut lire « Quoi, t'aimes pas la baston ?» s'étonne ainsi Adrien Quatennens quand l'écologiste Sergio Coronado, qui les a ralliés en 2017, explique y être réfractaire. Pendant la campagne de 2022, Mélenchon lui-même conseille à une bande de jeunes insoumis « Moi, à votre place, à votre âge, les fachos, j'irai les cogner, les chercher manu militari. » Après, on s'étonne d'avoir des Raphaël Arnaud fichés S parmi les députés LFI. Mais ça, là encore, les groupes de sécurité des partis politiques avec des tarés à l'intérieur qui sont prêts à tout pour en découdre, il n'y a pas que chez LFI. Je mets des nuances, je mets des pincettes, qu'il n'y ait pas de malentendu et que tout le monde comprenne ma démarche. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Enfin, je l'ai assez précisé, je pense, pour qu'il n'y ait pas cette confusion. Par contre, on arrive sur les affaires graves, sur les affaires lourdes, sur les affaires sérieuses et qui m'ont vraiment étonné parce que, curieusement, ça a été très peu relayé. Ça a été très peu relayé. Et là, je voulais vraiment prendre le temps de vous en parler. La première, c'est encore sur l'affaire Quatennens, page 240-241 pour ceux qui veulent la ref. Et on comprend que tout ce qui a été dit par la France Insoumise depuis un bout de temps n'est pas la version officielle de chez Officiel. Et ça complique le problème, ça complique la situation. Je vous lis, page 240. En août 2020 déjà, l'entourage d'Adrien Quatennens s'inquiète de savoir si tout va bien en dehors de la politique. Il y a des détails qui ne trompent pas, comme cette interview de fin d'été donnée sur France Inter, au lendemain de la pandémie du Covid. Le talentueux bute sur les mots, bafouille ses réponses, une catastrophe. Je t'ai senti un peu fatigué, t'as pas pris de vacances, lui écrit Laurent Matejko dans la foulée de l'émission. Quatennens décroche alors son téléphone et lui confie que ces derniers mois de confinement ont été compliqués. Il a rencontré une autre femme. Tu vas tout faire exploser, le prévient Matejko, qui lui rappelle sa vie de jeune père et celle d'homme public qui se crée une destinée. Nombre de ses camarades mis au courant lui intiment alors de faire attention, mais Quatennens a des étoiles plein les yeux. Pendant plusieurs mois, il s'éloigne un peu plus du domicile conjugal. Elle a tenu le choc seule, avec une gamine de 6 mois dans les bras. On l'aidait à faire ses courses, à se débrouiller, raconte un intime de Céline Quatennens. Elle réclame le divorce à plusieurs reprises, mais il s'y refuse, revient auprès d'elle. La stabilité d'un couple n'est pas une affaire anodine dans un parcours politique, il le sait. Dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle, reconnaîtra-t-il publiquement, admettant lui avoir saisi le poignet et pris son téléphone lors d'une autre dispute. Je suis un homme de dialogue, je ne suis pas un homme violent, se défend-il. Ces derniers mois passés ensemble, entre 2020 et 2022, auront été d'autant plus difficiles pour Céline Quatennens. Il lui envoie de très nombreux messages, trop nombreux. Il n'y a pas que ce fait de violence. Quand vous fouillez systématiquement le portable de votre conjointe, que vous contrôlez ses achats, c'est une autre forme de violence qui s'appelle du harcèlement moral, affirme-t-on dans l'entourage de l'ex-épouse du député. Après la première main courante qu'elle dépose début septembre 2022, le parquet de Lille ouvre une enquête pour des faits de violence conjugale à l'encontre de Quatennens le 19 septembre. Donc, hop, on met la lumière. Donc, sur Adrien Quatennens, qu'est-ce que ça nous dit? Là encore, doucement les grognons qui vont me dire « Ouais, on savait tout ». Ben, en l'occurrence, non. En l'occurrence, non, parce que ce qu'on apprend avec les révélations de ce livre, alors, à chaque fois, hein, sous réserve de, hein, c'est pas la vérité absolue non plus, je vous parle de ce livre parce que je l'ai lu, ce qu'on apprend, c'est que non seulement Quatennens... Alors, on parle d'un sujet intime et personnel, on ne va pas distribuer de leçons de morale, chacun gère sa vie perso et conjugale comme il l'entend. En l'occurrence, vous avez quelqu'un qui a trompé sa femme, d'après ce qui est dit dans le bouquin, qui a trompé sa femme, qui ensuite a eu des comportements de harcèlement moral, en tout cas c'est qualifié comme tel dans le livre, à être en permanence sur le téléphone, des trucs comme ça, ce qu'on avait pu entendre, et après il l'a frappé. Alors dans un contexte de violence mutuelle, si vous voulez. Si on met tout à plat, vous avez des membres de la France Insoumise qui savaient tout depuis le début et qui ont quand même géré la campagne de com en disant non, mais en fait c'était des faits isolés dans un contexte de violence mutuelle. En fait c'est une affaire qu'ils connaissaient depuis
des mois, voire des années. Et là, tu comprends la logique de stratégie de communication de la France insoumise, où à chaque affaire, ils ne peuvent pas ignorer les choses. On le sait très bien. L'affaire Chikirou, les histoires de pognon, où c'est la société de Chikirou qui facture la France insoumise dans des montants excessifs voire abusifs, ils le savent tous. Il n'y a pas de secret. Donc ils sont en permanence dans la gestion de crise. Et sur l'affaire Quatennens, ils sont allés jusqu'à instrumentaliser une affaire de violence conjugale pour un parti qui prétend lutter contre les violences conjugales. Fin de la blague, fin de la supercherie. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. Et une autre affaire sur laquelle, pour le coup, les médias mainstream et alternatifs, en tout cas très peu de médias, ont poursuivi, et je trouve ça scandaleux, parce que normalement, ce monsieur devrait au moins être sous le coup d'une plainte et, à minima, être dégradé de son statut de député, hein, ça c'est à peu près évident. Delogu. Sébastien Delogu. Alors c'est vrai qu'il est con comme un manche de pelle, on a envie de dire c'est rigolo. Mais en fait c'est pas que rigolo. Sur Delogu, voilà ce qu'on apprend, les comportements du mec en coulisses. Je vous lis page 253. Le député, lui, se repaît de sa nouvelle notoriété. À qui veut l'entendre, il se vante de collectionner les femmes, il reçoit des messages privés de tous les côtés, des meufs de la télé-réalité, des Russes, ça rend dingue, raconte un ancien proche. Certains l'ont mis en garde. Arrête avec les réseaux, il y a trop de nanas autour de toi, ça va te péter à la gueule. En ville, on l'aperçoit souvent entouré de quelques groupies qui militent pour lui. C'est un dragueur, résume une jeune insoumise engagée à Marseille. Il aime les femmes un peu trop, il te rentre dedans, il teste. En 2022, pendant la campagne présidentielle, des salariés et des militants du siège se plaignaient parfois de son comportement. Certains dénoncent des méthodes de charreau, un charognard qui court après les femmes, parfois prêt à tout comme ce jour où Nihal Noui le rencontre. La jeune femme qui vit à Vienne dans l'Isère a perdu son frère, mort dans un règlement de compte lors d'un week-end à Marseille, il y a bientôt 4 ans. Depuis, l'enquête patine. Mais Delogu, qu'elle rencontre par l'intermédiaire d'une association de familles de victimes, lui aurait murmuré ce jour-là « Je sais qui a tué ton frère, je peux te le dire. J'étais choqué, il est député, comment peut-il connaître ce genre de milieu ?» interroge-t-elle aujourd'hui. « Je veux savoir, lui répond-elle immédiatement. Là, j'ai pas le temps, mais t'es sur les réseaux, écris-moi, je te répondrai, lui aurait promis l'élu. Lorsqu'elle le contacte, Delogu élude. J'ai des enfants, je ne peux pas me mêler de ça. En revanche, à en croire son récit, Delogu l'aurait invité à prendre un verre. Ça m'a dégoûté, ça fait 4 ans qu'on attend, raconte la jeune femme. Dès le début, je l'ai senti bizarre, mais je lui ai fait confiance, il est député. Cette chienne, alors désolé, je vais dire des gros mots, hein. Là, si je lis un livre, hein, c'est pas moi. Hein. Cette chienne, cette pute, peut-il éructer pour désigner des femmes? Des trucs que je n'ose même pas dire. À la fin, j'avais l'impression que c'était normal, raconte un militant marseillais. Cette salope, je vais la faire violer. Se serait-il emporté un jour devant la militante Katia Yacoubi au sujet de Lise Maillard dans un moment de tension? Donc, Delogu, ouais, ok, on a envie de se moquer de lui, Delogu, c'est rigolo. Mais, je vous l'annonce, mais je parie l'apéro, ma main à couper, qu'il va y avoir un scandale Delogu dans quelques mois. Il va y avoir un scandale d'une affaire de trop, d'une militante et ou d'une femme qui va attaquer Delogu en justice. Ça va faire un scandale dans les médias. Et vous allez voir la France insoumise, les cadres médiatiques de la France insoumise, qui vont monter au créneau pour nous expliquer que non, vous n'avez pas compris ce que vous avez compris. Je vous parie ce que vous voulez, qu'il y a une affaire Delogu en approche. Ça, c'est une chose. C'est une première chose sur une situation potentielle. Mais aujourd'hui, au sein de la France insoumise, en tout cas, c'est ce que dit ce livre. C'est pour ça que je disais au tout début de la séquence, la France insoumise devrait attaquer en diffamation ce livre. Si ce sont des conneries, il faut attaquer en diffamation. Parce que c'est très grave ce qui est dit. Non seulement par rapport à Delogu, mais par rapport au silence des membres de la France insoumise autour de Delogu. Qui, si ces cas sont vrais, voilà, je prends les pincettes parce que je me base sur ce bouquin. Mais c'est pas parole d'évangile. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait attaquer en justice. Vous avez la France insoumise qui garde le silence sur des comportements de violence faite aux femmes. Et c'est ce parti qui vient vous faire des leçons en permanence sur le bon comportement à avoir auprès des femmes. Ces gens-là gardent le silence. Si ce qui est dit est vrai, c'est un comportement de salaud, qu'on soit clair. Hein. Et ils gardent le silence, femmes comme hommes. Parce que là encore, avec ce qui est raconté, vous n'allez pas m'expliquer que même les femmes de la France insoumise, qu'elles soient députées ou militantes, ne sont pas au courant. Donc, je pense sincèrement, c'est hypothétique, mais je pense sincèrement qu'il va y avoir une affaire Delogu. Il va y avoir une affaire Delogu. Et je pense que aujourd'hui, si ce qui est dit est vrai, et d'ailleurs, on l'avait vu chez les écolos avec l'affaire Bayou, et on l'avait vu chez la France insoumise avec l'affaire Quatennens, ils sont capables de garder le silence pour
ne pas mettre un collègue dans la merde, quitte à renier tous leurs combats idéologiques. Donc c'est dire à quel point on est sur un cynisme terrible. Je pense sincèrement que ce qui est dit dans le bouquin est vrai. C'est mon avis, voilà, en toute subjectivité. Je pense que ce qui est dit est vrai. Et qu'il va y avoir une affaire de Logu bientôt, et que la France insoumise explosera à force de ce genre d'affaires. Parce qu'ils ne sont plus crédibles. Ils ne sont plus crédibles, et voilà pourquoi d'ici 2027, je pense que ça va leur péter la gueule. C'est aussi la proximité avec 2027 qui fait que, je me permets de vous dire, de manière hypothétique, que ce genre de scandale va se multiplier. Parce que le système a intérêt à ce que la France insoumise se pète la gueule. Donc il va falloir faire sortir ce genre de choses, et ça devrait taper sur de Logu. On en reparlera les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas beaucoup d'analyse générale pour conclure cette séquence, et après je prendrai toutes vos questions et on papote ensemble les amis. Je pense que, je vous l'ai dit, hein, il y a des rappels nécessaires, je l'ai fait au début de l'émission. Ce qui est reproché à Mélenchon et à la France insoumise peut être fait à d'autres politiciens, mais notre vie politique est devenue une course à qui sera le plus gros salaud. Donc moi je fais ce travail indépendamment, parti par parti, personnalité par personnalité. Je ne suis pas dans la comparaison. Je suis dans le fait de vous dire qu'il y a des choses que je trouve scandaleuses dans ce bouquin et que j'avais envie de vous en parler. Et je ne fais pas ça pour défendre tel parti ou pour en mettre dans la gueule à tel parti. Je m'en fous complètement. C'est pas ça. Et tout ça pour dire que une cause politique ne permet pas tout. Et que quand on voit ça, on peut aimer Mélenchon, on peut voter pour l'idéologie de Mélenchon. Il y a des choses qui, si on adhère à l'idéologie de Mélenchon, notamment sur la question des violences faites aux femmes et compagnie, on ne peut pas tolérer ça. Donc, c'est un livre qui devrait alerter non pas les ennemis de la France insoumise, parce qu'il leur en faut pas grand-chose pour taper sur la France insoumise. Ça, il n'y a pas de problème, évidemment. Mais c'est un livre qui devrait alerter les militants de la France insoumise. Si vous voulez aller un jour au pouvoir, si vous voulez exercer le pouvoir, vous ne pourrez pas y arriver avec ça. Vous ne pourrez pas y arriver avec Mélenchon. Aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Il y a trop de choses. C'est aussi aux militants de comprendre que quand on dénonce des scandales factuels, renseignés et prouvés, hein, pas des attaques en l'air, quand on dénonce des scandales sur votre parti, sur vos candidats, sur vos représentants, à partir du moment où ces scandales sont avérés, c'est à vous d'exclure ces gens-là. C'est pas parce qu'on tape sur vous que c'est forcément néfaste. Que quand je relève certains scandales sur des personnalités politiques, ce qui est grave, c'est pas que je le relève. C'est pas une croisade médiatique pour me faire la peau de tel ou tel candidat, pas du tout. C'est juste parce que quand ces faits-là sont reconnus, sont factuels, c'est à vous de faire le boulot. Vous pouvez pas être représenté par des escrocs, par des délinquants. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Pour finir sur ces notes-là, les amis, ne tombons pas dans le piège, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu là-dessus. Quand tu relèves un scandale sur la Macronie, les macronistes te disent « Ouais, mais tout ça pour faire tomber Macron ». Quand tu relèves un scandale sur Bardella, « Ouais, mais tout ça pour faire tomber Bardella ». Non, à un moment donné, vous avez aussi le droit d'être représenté par des salauds. Et que s'en prendre à des salauds, eh ben, c'est pas s'en prendre à un parti politique. Nettoyez les salauds avérés dans votre parti politique. Quatennens, je suis désolé, mais c'est avéré. Alors après, il y a une échelle de gravité. Est-ce qu'il y a eu plusieurs fois? Est-ce que c'était prémédité? Tout ce que vous voulez. Mais en attendant, il a été condamné. Donc, relever l'affaire Quatennens, c'est pas la faute de ceux qui relèvent l'affaire Quatennens. Faut pas renverser la vapeur. S'en prendre à Quatennens, c'est s'en prendre à un monsieur qui a été condamné. Donc c'est à vous de faire le boulot. Arrêtez de croire que dès qu'on relève ce genre de scandale avéré, je dis bien avéré, et tout ce qui est dans ce livre ne l'est pas, hein, j'ai assez insisté là-dessus. Quand on relève des scandales avérés, c'est à vous de faire le boulot. C'est pas les autres qui parlent de ces scandales qui sont les méchants du film. Donc je voulais finir là-dessus, et ça marche évidemment pour tous les partis. Bardella qui est un escroc, j'en mets une petite à Bardella, comme ça tout le monde est content, qui est un escroc qui veut parler de la France du travail, ce mec a travaillé 1 mois dans sa vie, en stage dans la PME de son père. Son parcours a été complètement réécrit. Donc, quand je dis ça, qu'on s'en prenne pas à moi de dire « Ah, tu t'en prends à Bardella parce que tu dis des trucs. » Mais ce sont des trucs avérés. Donc, si ça vous fait plaisir d'être représenté par un menteur, c'est pas de ma faute. C'est pas de la faute de ceux qui relèvent le réel, si vous voulez. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce livre, les amis. On passe aux questions. Allez-y aux réflexions, aux questions, aux accords, aux désaccords. Allez-y, les amis, avec grand plaisir. On papote, c'est très important que vous me disiez ce que vous pensez de ce livre ou pas. Je sens que tu t'en vas. Tu veux pas assister à ça? Non, je vais voir ça.
Ben, merci pour les tests en tout cas. Hein. C'est Ouais, fonctionnel, ça a marché Dieu nickel, donc on est merci. bon. Il y aura juste des petits trucs de son. J'ai des gens qui m'ont fait relever que les vidéos Twitter apparemment elles sont en décalé le son. Ah Je sais pas, on regardera demain, mais Ouais. parce que j'en ai pas mal demain pour la force. Donc peut-être au pire remettre le son pas. Ah oui non, c'est forcément par là. Bon, on regardera Non, mais demain ouais, tranquille. Bon ouais, on aura quelques petits réglages. Je prévois un peu de temps pour être impeccable. Allez, bonne soirée. Ciao ciao. Donc, on y va les amis, je prends vos avis. Allez-y Franco, hein. Je sais que certains d'entre vous ont critiqué le livre et tout. On papote. Moi, vous connaissez ma démarche, j'essaie de la vulgariser le plus possible, pour que vous compreniez d'où je parle. Voilà, j'espère juste pas avoir des commentaires en mode Rémi, tu fais ça parce que tu t'en prends à la France Insoumise. Voilà, s'il vous plaît, épargnez-moi là-dessus. Mais après, je réponds à tout avec grand plaisir. Pim pam poum. Craclou qui dit j'arrive à l'instant, il vous a fait la promotion de Mélenchon ou pas encore? Non, pauvre ami, non. Liam Domingoche, est-ce qu'on peut envisager un nouveau système où les plus gros charognards ne seraient pas mis en avant? Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Kairil qui dit quand un mec comme Delogu sera condamné, il faudra faire un choix. En attendant, c'est pas au lecteur de la meute de faire justice ni de qualifier de délinquants des élus. Non mais j'ai assez insisté là-dessus et je suis complètement d'accord avec toi. Ton rappel est important. Je l'ai dit, les amis. Je veux dire, essayez aussi de partir de ce que j'ai dit, hein, pour faire des commentaires, même négatifs, et surtout négatifs. C'est un livre, c'est pas parole d'évangile. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, je vous parle de ce bouquin, et évidemment que quand ce bouquin fait des révélations sur la base de gens qui n'ont pas été condamnés, ils sont présumés innocents. Donc, c'est tout. Je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, essayez pas en fait de renverser la chose, à me faire dire des choses que je n'ai pas dites. C'est toujours pareil avec ce genre de livre. Il y a beaucoup de révélations qui sont sur la base de faits non avérés par la justice, en l'occurrence. Maintenant, il y a des faits qui le sont. L'affaire Quatennens, qu'on vient de me dire que c'est pas vrai. Le comportement de Delogu, c'est ce que je vous disais. Je pars aussi d'un deuxième principe. C'est que, oui, ça n'est pas parole d'évangile. Par contre, demain, vous écrivez un livre où vous parlez de moi, en expliquant que j'ai appelé à faire violer une femme, je peux vous assurer que sous 24 heures, vous avez une plainte en justice. Ça, je peux vous le promettre sur ce que j'ai de plus cher. Donc, il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'honneur et quelque chose qui s'appelle le principe de diffamation. Donc, dans ce genre de contexte, sur des personnes exposées médiatiquement comme l'est Sébastien Delogu, moi, qu'on dise de Sébastien Delogu qu'il a invité à faire violer une femme, et bien sincèrement, s'il ne porte pas plainte pour diffamation, moi je trouve ça suspect. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je trouve ça suspect. Parce que là, on touche à son honneur et on reproche des choses qui sont graves. On ne l'accuse pas d'avoir volé des malabars à l'épicerie il y a 10 ans. On lui reproche d'avoir invité à faire violer une femme. Donc c'est là où, si vous voulez, j'entends bien le principe de oui, il n'a pas été condamné. Maintenant, quand vous ne vous défendez pas devant de telles accusations, à un moment donné, je trouve ça suspect. Je vous avais dit la même chose d'ailleurs sur quand cette députée, une députée RN, avait expliqué, avait dit que Macron était sous le coup de substances et qu'elle avait lourdement sous-entendu que le président de la République se droguait. Elle n'a pas été attaquée en diffamation. Donc pour moi, c'est une forme d'aveu. C'est une forme d'aveu. Ça n'est que mon avis. C'est un principe judiciaire qui ne tient pas, hein, j'en conviens, je ne suis pas juriste. Hein, et je vous donne mon avis là-dessus. Je vous donne mon avis là-dessus parce que les faits qui sont reprochés à Delogu sont tellement graves que je pense qu'il devrait y avoir une plainte en diffamation. Si tant est que ce soit pas vrai, évidemment. On a Miliode qui dit « Je n'aime pas Delogu, mais Rémi, ce raisonnement ne tient pas par rapport à quoi, camarade? N'hésite pas à me dire. » Le petit Go, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de passages du livre sont écrits au conditionnel. En même temps, Bompard ne va pas confirmer les propos de Méluche à son égard. Donc il perd un peu en impact et la possibilité de porter plainte en diffamation. Oui, mais vous n'avez pas lu le livre aussi, les amis. C'est aussi ça, les copains. J'aime bien faire ce genre de séquence pour vous montrer ce que moi j'en retiens en lisant le livre, mais surtout pour vous inviter à lire les livres. À lire les livres parce que parfois on trouve des pépites extraordinaires. Et le problème, c'est que la majeure partie des vidéos qui ont traité de ce sujet, aussi bien sur les mainstream que sur les alternatifs, n'ont pas lu le bouquin. On n'a fait que relayer ce que les mainstream ont bien voulu que l'on relaie. Parce que les gens ne lisent pas ce livre, ne lisent pas ce genre de livre. C'est comme le dernier truc, celui-là. Je vais vous en parler très bientôt. Tu vois, ce livre, La tragédie de l'Élysée. On en a parlé il y a peu de temps et les médias mainstream ont parlé de l'histoire du parfum d'Emmanuel Macron.
qu'il a un parfum, il y a sa trace, machin et tout. Vous vous rappelez peut-être de ça. Beaucoup de médias mainstream en ont parlé. J'ai lu le bouquin. Je peux vous dire que s'ils ont parlé de ça et pas d'autre chose, c'est à bon escient. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus lourdes. Ça arrive la semaine prochaine. Parce que je me le suis farci le bouquin. Et quand tu fais ce travail-là, quand tu bosses, tu arrives à détecter des choses qui sont beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus graves qu'un débat qui va être encadré par les médias mainstream. C'est pour ça, quand je vous dis il faut lire les livres, c'est pas pour jouer aux professeurs des écoles, puis j'ai pas d'ordre à vous donner, évidemment, mais c'est juste que lire les livres, regarder les documentaires qui font l'actualité, c'est le meilleur des vaccins, si j'ose dire, contre les médias mainstream. Parce que dans ce genre de livres qui font scandale et qui font beaucoup parler, les médias mainstream, en ne choisissant que certains éléments, vont être ceux qui tirent les ficelles du débat. C'est-à-dire que ils sont à la fois, juges et partis, dans un débat dont ils ont fixé les limites, parce que comme vous ne savez pas de quoi ils parlent, comme vous n'avez pas lu le livre, vous ne vous en rendez pas compte à quel point on manipule le débat en disant, ben voilà, il y a 3-4 petites choses, on vous autorise à en parler, parce que comme vous n'avez pas lu le livre, vous allez avoir l'impression qu'on a relevé les trucs les plus fous. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, si je vous invite à faire ce travail-là, les amis, et je sais que c'est du temps, je sais que c'est de l'argent, c'est 20 balles ce genre de conneries, hein, donc je sais qu'il y a une question de moyens aussi, il faut pas déconner là-dessus, j'en conviens. Mais c'est très important aussi pour vous protéger des médias mainstream. Je vous rappelle la vidéo que j'avais faite sur le livre Les juges et l'assassin. Alors, c'est le travail que j'essaie de faire pour vous aussi, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps, peut-être pas le pognon de lire des livres et tout, donc j'essaie aussi de faire ce travail-là pour vous. C'est ma démarche, mais je ne peux que vous inciter au bout du compte à lire ces livres-là, à vous intéresser, parce que vous allez, par la même occasion, vous protéger des médias mainstream. Sur le livre Les juges et l'assassin, les médias mainstream ont complètement tordu la réalité de ce qui est dit dans le livre. C'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Donc moi j'adore au contraire, j'adore lire ces bouquins avec du retard. Arriver après la bagarre, j'adore faire ça, parce que ça me permet vraiment d'être dans le juste milieu, d'être vraiment dans le juste milieu, et j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous permet peut-être de gagner un petit peu de temps, mais je ne peux que vous inciter à aller au contact de ça pour comprendre à quel point les débats sont truqués. Anarchy08 qui dit sinon pour le livre tu peux le chiner en bouquinerie ou dans une bibliothèque, médiathèque, absolument. Et Kilol qui dit merci pour ce travail, merci beaucoup. Phil Goudonce qui dit une procédure diffamatoire, t'as des frais à avancer à chaque fois, en moyenne 5000 €, imagine s'il devait le faire à chaque fois, rien que quand on les accuse d'être antisémites. Ça je trouve que c'est une excuse en bois. Voilà, je vais pas te mentir, moi on m'accuse de vouloir faire violer des femmes, je t'assure que, en l'occurrence, j'ai le pognon. Donc on va pas se mentir, je vais être transparent avec vous, je l'ai le pognon si ça arrive. Donc je peux le faire. Mais si je l'avais pas ou que j'étais pas dans une situation confortable comme aujourd'hui, je chercherais quand même à me sortir les doigts pour y arriver. Parce que c'est une question d'honneur. Donc arrêtons de trouver des excuses en bois, les amis. Tu vas me dire que Macron, quand on sous-entend qu'il prend de la drogue, il n'a pas les moyens. Faut arrêter, faut arrêter. Delogu assume ce comportement. Il assume ce comportement de racaille. On rappelle le tête contre tête qu'il avait fait contre le Benjamin de l'Assemblée nationale lors de la nouvelle mandature. Là. Faut arrêter. Ce mec joue à ça. Donc en plus, c'est pour ça que je vous dis que le scandale de Delogu va arriver, parce que il a la gueule de l'emploi. Il a un comportement. Il use et abuse de ce comportement-là. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se raconter d'histoire et pas se trouver d'excuses, les amis. Je veux dire, vous connaissez ma ligne par rapport à tout ça. Vous pouvez aimer la France Insoumise, c'est votre droit et vous faites ce que vous voulez. Et ça me regarde pas et je m'en fous. Vous pouvez aimer la France Insoumise, mais vous avez aussi le droit d'être lucide. Et que défendre un agenda politique, défendre des idées politiques, ça ne vous oblige pas à tolérer l'intolérable. Et quand votre parti politique milite pour la lutte contre les violences faites aux femmes, vous n'êtes pas obligé de tolérer quand ce parti protège des gens qui ont été violents avec des femmes. Ça ou d'autres causes. Donc à un moment donné, je pense que le problème de la politique actuelle, l'un des problèmes, c'est que ça invite les citoyens à renier à leurs idéaux, à renier à ce qu'ils croient. Quand l'extrême droite, comme le RN par exemple, vous parle de l'importance de défendre la France, et que dans le même temps, ils font gober aux électeurs du RN qu'on défendra la France en se soumettant à l'Union européenne, on prend les gens pour des cons. On incite les gens à penser contre eux-mêmes, à penser ce qu'ils ne pensent pas en vérité.
Et c'est ça le plus grand danger. Quel que soit le parti, j'en ai absolument rien à cirer. Mais c'est par militantisme, on est prêt à renverser le cerveau des gens, à leur faire croire ce qu'ils ne croient pas, à leur faire penser ce qu'ils ne pensent pas, à leur donner l'impression qu'ils ont besoin de ce dont ils n'ont pas besoin. Et c'est ça qui rend fou. C'est ça qui me rend fou. Quel que soit le parti, je m'en fous. Vraiment, la Macronie, j'en parle même pas. C'est pareil, tu vois. Mais c'est assez sidérant, les copains. Et je pense que c'est important de remettre ça sur la table. Et c'est pour ça aussi que j'adore lire ce genre de bouquin, parce que c'est ma passion et j'ai la chance d'en vivre. Donc j'aime bien prendre le temps de faire tout ça et de vous proposer ce travail. Mais ça permet vraiment de déminer tous les pièges, de déminer tous les mensonges, toutes les contradictions de toutes les personnalités politiques, de tous les partis. Et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Alors, il y a Phil, entre autres, qui dit « C'est vrai que c'est moins gênant un sénateur qui drogue sa collègue dans le but de la violer. » Bon, tu vois, Phil, entre autres, tu m'emmerdes. Voilà, je le dis gentiment, c'est le juste bistrot. Vous savez, j'aime bien être franc avec vous. On a un truc qu'on pourrait se dire au bar, entre quatre yeux, et Phil, entre autres, tu m'emmerdes. Parce que ce genre de raisonnement, c'est exactement ce qui nous emmène dans le mur. C'est exactement ce qui nous emmène dans le mur. C'est-à-dire que ça fait 45 minutes que j'explique que je parle d'un parti politique, que je parle d'un candidat. Et qu'en faisant ça, ça n'est pas pour protéger les autres. C'est que c'est juste chacun son tour. Et je ne peux pas parler de tout le monde en même temps. Et j'ai quand même quelqu'un qui déboule et qui me dit « Oui, mais il y a un macroniste qui a fait ça. » Mais est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sujet? Je veux dire, ça, c'est un truc qui me rend fou parce que c'est presque même une contradiction, négation du travail que j'essaie de faire. Je me fais chier à relayer tous ces scandales tous les jours. Je peux pas parler de tout en même temps, ça n'existe pas. Donc Phil, entre autres, arrête de déconner, je veux dire, c'est ton parti politique si tu veux, ça t'emmerde que je parle de ça si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, arrête de m'expliquer des trucs que j'ai fait. Je veux dire, l'affaire Guerriot dont tu parles, j'en ai fait une putain de vidéo. Donc arrête de tenter de te rassurer en disant bon, ben, je vote pour des partis qui abritent des salauds, mais il y a d'autres salauds à côté. Je veux dire, mais c'est quoi cette façon de penser? Sincèrement, c'est quoi cette façon de penser, les amis? Tu votes pour qui tu veux, Phil, entre autres, on s'en fout. En plus, on en a déjà parlé. Tu connais mon point de vue là-dessus. On s'est déjà pris le bec là-dessus. Mais au bout d'un moment, les amis, quand votre maison brûle et que vous vous rassurez en disant qu'il y a des flammes plus hautes chez la maison du voisin, c'est qu'on est vraiment au fond du trou. C'est qu'on est au fond du slip. Et ça, c'est un raisonnement qui pousse justement à voter pour des salauds. C'est-à-dire que t'es prêt, je te l'attribue pas, Phil, entre autres, hein, c'est pas à toi, je parle de manière générale pour le coup. Des électeurs LFI seraient prêts à voter Delogu parce que c'est moins pire que Joël Guerriot. Donc on en est là, en fait. C'est-à-dire que c'est un concours de salauds. Je trouve ça complètement dingue. Il y a Phil, entre autres, qui répond comme ça, on est dans le débat, qui dit « Juste, on n'écrit pas des livres dessus pour en parler 1 heure, pas toi particulièrement, mais tous les médias. » Je comprends pas vraiment ce que tu veux dire, cher ami. On n'écrit pas des livres dessus pour en parler 1 heure, pas toi particulièrement. Mais c'est quoi que tu me reproches concrètement? Et dis-moi franchement, c'est le débat, c'est chouette, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ce choix du moins pire, c'est ce qui nous amène dans le mur, les amis. C'est ça qui fait qu'on va au carton. Parce que, je veux dire, on en est à tolérer des salauds, quoi. Au motif qu'ils sont moins salauds que les voisins. C'est terrible, terrible. Je trouve ça terrible. Le petit go qui nous dit dans le chat « J'ai été militant de droite, identitaire, et j'étais prêt à voter LFI en 2022 en cas de second tour. Néanmoins, après le discours de défaite, j'attends avec impatience la chute de LFI, et je ne pleurerai pas la disparition d'arrivistes. Ça ne veut pas dire que je cautionne les autres partis. » Godco qui dit on se retrouve toujours avec la peste et le choléra. Neti qui dit faites un effort quand vous échangez par écrit SVP. Phil, entre autres, qui dit Discord est un enfer pour moi, dommage, c'est pas grave, on fera une autre fois. Mais à la limite, c'est juste d'être attentif sur les messages que tu me laisses, parce que en plus tu sais que c'est un truc qui me rend fou, quoi. Vraiment le relativisme à 2 balles de dire ben moi le candidat de mon parti il a sodomisé son voisin, mais un macroniste il a sodomisé le chat du voisin, donc c'est moins grave. Non mais attends, je vous en supplie, arrêtez. Vous allez me buter à force, les amis. C'est un truc qui me rend fou. Mais bon, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a de la vie, c'est ce qu'on aime, donc voilà les copains, voilà les copinous, Et Bayard92 pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est une très bonne idée, qui dit Rémi, à l'inverse, peux-tu faire le taf sur les partis ou hommes politiques les plus vertueux, histoire de donner envie de voter pour une fois? C'est vrai que c'est une très bonne idée, ce serait une très bonne idée, ça pour le coup, de s'intéresser aux candidats vertueux.
Et t'as bien raison, t'as bien raison. C'est une belle idée pour finir sur une belle note, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demain, il y a 2 rendez-vous. Demain, il y a 2 rendez-vous, les copains. Vous le savez, Juste Bistrot. À 16h45 sur Twitch. Je le redis pour les amis qui nous regardent en direct de YouTube, c'était un test. C'était un test. Le Juste Bistrot est en direct sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous tapez juste milieu Twitch sur Google. Vous allez trouver, c'est le premier lien. Il n'y a pas besoin de créer de compte. Vous êtes peinard. Vous regardez, c'est que du bonheur. Là, c'était un test pour que tout soit fonctionnel et prêt pour demain, pour la farce tranquille à 20h. Et oui, on a eu un problème la semaine dernière. C'est décalé. C'est demain à 20h. Vous avez vu, tout fonctionne. Donc demain, on va se régaler. On est ensemble pour une émission d'une heure, 1h30. Que du bonheur de la farce tranquille. Il y aura des annonces sur la suite de l'aventure Juste Milieu. Il y aura en fait un grand épisode de la farce tranquille où je vais prendre le temps de parler de chaque partie. Une analyse, un peu un point d'étape sur chaque partie. On va se fendre la gueule, tout le monde va ramasser. On va être à mi-chemin entre le one-man show et l'analyse politique. Ça va être de l'huile essentielle de Juste Milieu, parole de pangolin. Ça, c'est à 20h sur YouTube. Les amis, le rendez-vous est prêt. Et 16h45 sur Twitch en amont pour le Juste Bistrot. Demain, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va parler franc-maçonnerie. Voilà, en toute détente. On va beaucoup parler franc-maçonnerie d'ailleurs. Et ça va être sympatoche. Les copains, los copinos, comme j'ai envie de vous dire. Voilà, les amis, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, les amis. Vous êtes très nombreux, vous avez été très nombreux ce soir. Demain, on fait péter les records. Hein. Je compte sur vous sur YouTube. On fait péter les scores. Il faut qu'on soit plus de 7000, je crois. C'est 7000 le record sur YouTube. On va tout faire péter. Voilà, je compte sur vous. On va se régaler. On va passer une super soirée. Les amis, j'ai hâte. J'ai hâte d'être demain. Donc, on va aller se reposer. On va aller refroidir le moteur. Je vous embrasse, les copains, los copinos. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, plein badin, plein gaz. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Voilà, vous faites partie de ces gens-là qui acceptent qu'on puisse parler de tous les sujets, qui acceptent de remettre en cause ce qu'ils pensent, qui acceptent de penser contre eux-mêmes, qui acceptent de s'intéresser à plein de choses. Vous êtes les meilleurs et vous n'êtes pas seuls et vous n'êtes pas tarés. C'est toute la communauté Juste Milieu qui est faite de gens comme vous, qui pensent différemment et qui sont prêts à en discuter. Voilà, les amis, je vous embrasse. Une excellente soirée. Vous êtes au top. Vive la rigolade et vive la France. À demain!